à toutes et à tous et bienvenue dans le Fantasticast, le podcast qui vous parle de cinéma fantastique. Je suis Corentin, Roman est là. Comment ça va? Mais ça va bien depuis le temps, ça fait longtemps évidemment. 2 emplois du temps, c'est pas toujours les choses les plus simples à accorder évidemment. Mais putain ce que ça fait du bien, j'avoue, ça m'avait manqué. Alors, Roman, puis-je te laisser introduire ce merveilleux épisode qu'on prépare depuis maintenant plusieurs mois, n'ayons pas peur de le dire, depuis le dernier qui était le bilan. Alors j'adore introduire. Mais donc là, on va parler de qui? On va parler de quoi? On va parler des inédits en France. Pourquoi inédits? Parce que beaucoup de films, principalement de genre d'ailleurs, on va pas se mentir, ne parviennent pas à traverser nos frontières autrement qu'en festival. Bah ça, et pas que, ça peut être des films en fonction des nationalités également. Par exemple, moi, grand fan de cinéma indien, si jamais tu t'attrapes pas le film en salle, c'est mort. Tu ne l'auras pas, peut-être parfois sur plateforme, mais tu ne l'auras pas en tout cas en physique en France. Voilà, et ça c'est bien dommage. Mais donc là, on va parler de films qui ne sont sortis ni en salle, ni en streaming, ni en VOD, ni en physique, rien du tout. Certains ont eu des passages en festival, et encore, pas tous. Pas tous, je crois que c'est genre un tiers, peut-être 2 ou 3 sur la sélection. Je crois que dans ma sélection, j'en ai un qui est passé en France. Moi, je crois que j'en ai 2, grand max. Mais à vérifier. Mais je te propose qu'on dévoile tout de suite les sélections, rentrons directement dans le tas sans tarder. Alors, dans le tas sans tarder, qu'est-ce qu'on a? On a Uzumaki. Donc, adaptation de Junji Ito. Donc, en gros, au programme, J-Horror, Spirale Bizarre et Photo Terne. Voilà. Ensuite, Lake Mungo. Fantôme flippant, drame familial Australie. et documentaire. Ensuite, on a Lesson of the Evil. Ah, alors, ça c'est moi. Takashi Miike, prof, élève, fusil à pompe. Que peut-il mal se passer? Réponse tout. Bah, on va voir ça. Tragedy Girls. Je te laisse, ça c'est ton bébé, ça. Voilà, Tragedy Girls, donc, on en parlera, mais grosso merdo. Slasher, Instagram, actrice de Deadpool. Et de X-Men en général. On la revoit dans les autres Negasonic? Pas Negasonic, mais l'autre actrice. Elle joue qui dans X-Men? On verra. On verra en temps et lieu. Moi j'avais Negasonic en tête. Voilà. Et juste film de geek d'horreur. Voilà. En général. Pie Wacket. Satanisme. Bring Me the Horizon. Canada. Maman. je n'en dirai pas plus. Et on finit par May the Devil Take You To. Indonésie, Timo Giajanto, Evil Dead. Ça va être bien. Alors, je te propose qu'on fonce tout de suite. Uzumaki, il a été présenté en France celui-là ou pas? Je crois pas. À ma connaissance, non. Ok. J'ai pas trouvé de traces d'une projection française d'Uzumaki. Je te laisse y aller et surtout nous parler de la personne à la base de ce qui a inspiré Uzumaki. Voilà, donc déjà Uzumaki, qu'on appelle aussi Spiral à l'international, ou encore Uzumaki Out of This World sur le DVD allemand. Et Spiral, à ne pas confondre avec le spin-off de The Ring, qui s'appelle aussi Spiral. Oui, ni avec Saw 9. Qui lui est juste mauvais. Voilà, qui lui est juste Spiral. Je pense que je préfère le The Ring à Saw, et pourtant The Ring, certains épisodes se sont perdus. Hein. Il y a eu des épisodes qui n'ont pas trouvé leur chemin. Ah bah typiquement le remake coréen dont on va pas parler. Hein. Ring Virus, je crois il s'appelait. Ouais. Ça, après si on va sur les mauvais Rings, t'as le Rings de 2017, Sadako contre Kayako, Rings 2, la suite du Verbinski. T'en as trop qui sont... Celui de Nakata? Ouais, le Ring, il est pas bien. Hein. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu. Il est vraiment pas terrible. Donc, à la réal, on a Akihiro Higuchi, connu sous le nom de Higuchinski. Voilà, il avait peut-être des penchants russes, on ne sait pas. Il a réalisé un film d'action dont j'ai plus le nom mais qui est très chouette. Est-ce que c'est Tokyo 10+1? Oui, c'est lui. Ok. Parce que la même année, il réalise aussi Nagai Yume ou Long Dream, qui est un téléfilm d'1 heure, aussi adapté de Junji Ito. Pas vu. Il y a un peu de déformation corporelle, c'est sympathique. Bah Junji Ito en général, oui. Voilà. Donc voilà, on lui doit aussi quelques clips, dont prochainement le clip du morceau Master Race du groupe Zoophilia. Je sais pas, je vais me le noter pour un pote. Ça s'invente pas. Au scénario, donc on a notre cher réalisateur. Notre cher Ishii Kuchinski. On a aussi Kengo Kaji, qui a été réel sur plusieurs séries Ultraman. Et T'as lesquels ou pas? J'ai pas noté les noms exacts. Pas de soucis. Et sur plusieurs séries animées Marvel, notamment Wolverine, Marvel Animé et Iron Man, l'attaque des Technovores. Putain, Zoophilia, attaque des Technovores, on est sur un terrain de bon goût. Voilà, et aussi scénariste sur Tokyo Gore Police. Attends, le scénar de Tokyo Gore Police, c'est pas ce que tu vas retenir. Hein. Ouais. Le scénar de Tokyo Gore Police, j'ai rarement vu un truc aussi prétexte de ma vie. Hein.
Je pense que en fait, le scénario de Tokyo Gore Police, tout peut se résumer en un commentaire que j'avais vu sur je ne sais plus quel site, qui disait Dick Cannon versus Pussygator. Ouais, Magnifique. ceux qui n'ont pas vu le film, je vous laisse méditer sur cet adage. Magnifique. On a Takao Nitao, scénario qui a rien fait qui se soit exporté. Mais c'est surtout adapté de Junji Ito. D'ailleurs, fun fact, on voit un avis de recherche de Junji Ito au début du film. Ah ouais, Ouais. j'avais pas fait attention. Il y a un avis de recherche de Junji Ito. Mais donc, je te laisse nous parler un peu du petit Junji. Ah, alors c'est compliqué. Alors, Junji Ito. Alors, faut faire. Je n'ai rien préparé sur lui, ben, bref. Junji Ito, pour faire simple, c'est peut-être le mangaka horrifique le plus connu. J'irai pas jusqu'à dire de tous les temps, mais un des plus connus. Et qui est surtout reconnaissable par un style extrêmement dérangeant. Il a un talent pour marquer la rétine vraiment difficilement égalable, et même sur des petites œuvres, sur des œuvres plus courtes, comme je pense à La Faille, qui est vraiment un des plus... Enfin, en tout cas, moi, c'est celui avec lequel j'ai découvert, qui est vraiment un des plus marquants, et c'est quelqu'un qui a un talent pour déformer les corps et proposer des visions d'horreur absolument sans égal, et qui, dans le cas de Spyro, a peut-être livré un des mangas les plus cauchemardesques de tous les temps. C'est-à-dire vraiment, le manga Spyro, c'est pas à mettre entre toutes les mains, et c'est hyper dérangeant, et c'est quelqu'un qui a souvent dans ses récits une mécanique de cauchemar, où c'est d'abord des narrations très éclatées, qui vont finalement se retrouver vers un épilogue généralement apocalyptique et absolument cauchemardesque. Et Spyro, c'est son plus connu, et c'est potentiellement son master opus, je trouve. Mais en tout cas, vraiment penchez-vous sur Junji Ito, mais si vous avez une capacité à processer les informations qui est pas mal, parce que vraiment ça peut laisser des traces assez dérangeantes. Et c'est quelqu'un qui, à ce qui paraît, est très gentil, Ok. et ça me fait toujours rire de savoir que les mecs qui font les trucs les plus frappés, c'est généralement les plus cool. Gareth Evans, c'est adorable. À ce qui paraît, Gaspard Noé est très gentil aussi, très 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 gentil. Il est dur à aborder, Gaspard Noé. Pour leur parler, moi ça va. Mais par contre, à ce qui paraît, dans l'autre sens, Serge Boson est une grosse merde. À l'image de ses films. Serge Boson, il a fait chanter Tahar Rahim et Virginie Efira. Au cast du film, on retrouve Hidako Saeki qui a joué, on y retrouve la boucle est bouclée, Sadako dans Spiral, Ah voilà, qui a un petit rôle dans Godzilla, dans des films Godzilla, Mothra, enfin dans le film Godzilla, Mothra and King Ghidorah. Qui est pas le pire. Si tu le dis. On a Ren Ozugi qui a 474 crédits d'acteur sur IMDb. L'acteur japonais le plus productif. Non, Voilà, dont Shin Godzilla, Audition, Anabi, Dead or Alive 1 et 2, Sonatine, Cure, XT. Oh, ça va. Il est plutôt. Il y a du Sonotion, du Takashi Miike, donc ça va. Et du Takeshi Kitano, donc ça va. Voilà, et on a Den Den dedans. Rien à voir avec Dem Dem, la femme de Gibbs. Oui, voilà, c'est autre chose. Qui a joué dans Cure, Why Don't You Play in Hell, G1 de Curse 1 et 2, Destruction Babies. Ah, bah ça va, un bon casting. Voilà. Donc, pour attaquer un peu la critique du film, le manga est terrifiant. C'est un des trucs les plus durs à lire, hein. Vraiment. Spyro en manga, faut se lever tôt et vraiment être préparé. Hein. Ouais, Spiral c'est terrifiant. Surtout l'aspect succession de scénettes qui fait que en fait, t'as jamais le temps de souffler. T'as pas une sorte de build-up et après ça attaque dans sa... Enfin, t'as des build-up et ça attaque, mais toutes les 20 pages. Donc vraiment, tu souffles comme un asthmatique. C'est-à-dire, Très peu. Pas beaucoup et ça fait mal. Alors, malheureusement, le film atténue un peu cet aspect-là, parce qu'il a... il aurait gagné, je pense, à être un film à sketch, peut-être. Mais il a du coup cette narration qui est plus classique, qui fait qu'on peut pas non plus aller dans les mêmes exubérances que le manga. Aussi en termes de body horror, notamment parce que le film n'a coûté qu'$1 million. C'est dur de faire du body horror avec ce budget-là. Oui. Malgré ça, ça reste quand même très efficace. On a un film qui est très fort pour créer de la tension à certains moments. Très doué pour faire peur. Il perd malheureusement de sa superbe au deuxième visionnage, je trouve. Oui. Et surtout en comparaison avec le manga. Oui. Parce que quand j'ai découvert le film, j'avais jamais lu le manga. J'ai fait ah ouais, c'est trop lourd. Entre temps, j'ai lu le manga et revu le film. C'est une des questions que je t'avais posées justement, c'est est-ce que tu l'as découvert avant ou après avoir lu le manga? Je l'ai découvert avant. Voilà. Et avant, ça choque, c'est sûr. Oui, parce que t'as ce côté. En fait, le problème de Junji Ito aussi, c'est que c'est très très dur à décrire. C'est que vraiment. En fait, si tu résumes le film, c'est un village qui tombe sous une malédiction basée sur des spirales. Ouais. Voilà. Et des spirales qui peuvent déformer les corps, déformer les objets, affecter la réalité. Mais c'est hyper dur à décrire. En fait, c'est un art très visuel, vraiment, et on peut dire ça à tous les mangas, mais Junji Ito très spécifiquement. Et là, dans le cas de Spiral, c'est... Enfin, je vais y revenir, mais je trouve que c'est justement un des problèmes du film.
Donc ouais, il perd beaucoup de sa superbe. La fin est vraiment rushée, je trouve. Alors après, c'est pas peu dire, ouais. Après, le film a dû créer sa propre fin parce que le manga était pas fini. Ouais, et surtout vu la fin du manga, vas-y de la faire en film. Avec 1 million de budget surtout. Voilà, c'est ça. Non. La fin du manga, c'est si vous avez toujours rêvé de voir en 5 minutes Deadly Spawn et l'éclipse de Berserk, c'est pour vous. Et un peu de Evil Fetus aussi, pour ceux qui ont vu cette merveille. Je ne connais pas. Mais... Catégorie 3 absolument merveilleux, dont j'espère pouvoir parler un jour. Mais malgré tout, le film reste quand même assez plaisant à voir. Notamment, il y a la photo de Ken Kobayashi, qui a pas fait grand chose qui soit exporté. Et la musique du film est assez oubliable par contre, on va pas se mentir. C'est le mec qui avait fait la BO de Zateuchi et de Tokyo Godfathers. Ah quand même, parce que Tokyo Godfathers, c'est pas rien. Hein. Ouais. Ah bah putain. J'aurais pas dit au moment. Mais ouais, il y a un acte manqué. Peut-être que le film gagnerait à être remaké avec un plus gros budget. Peut-être en série. Là récemment, on a eu la série d'anthologie Maniac par Junji Ito sur Netflix. Qui est pas dingo. Qui est pas dingo. Grosse déception pour moi. Mais le format se prêterait peut-être plus à Uzumaki. Bah justement, moi j'ai une question que je me pose, c'est est-ce que tu peux adapter Uzumaki en fait? Mais ça a l'air con à dire, mais alors moi j'avais lu alors, le manga, ça a été aussi un des premiers gros chocs, mes traumatismes devant des mangas, et pour l'anecdote, je l'ai lu en l'espace d'une semaine, j'ai lu Spiral et Berserk, le passage de l'éclipse. Okay. C'était une semaine chargée en émotions. Et en fait, le problème de Spiral, c'est que Spiral, le manga, je trouve qu'il a une puissance visuelle absolument inégalable. C'est vraiment la case la plus connue où t'as l'œil qui disparaît dans la spirale du visage. Enfin, la case est connue, vous tapez Spiral manga, c'est vraiment une des premières cases qui apparaît. C'est un truc, mais même tu vois juste la case, ça te marque à vie. Et surtout, je saurais pas mettre le doigt sur quoi, mais il y a un truc dans le dessin de Junji Ito qui marque. Il y a un truc il te marque la rétine, il sait faire ça. Et je trouve que le film, le problème c'est que au-delà du fait que le réalisateur, je trouve le film pas hyper bien mis en scène. Il tente plein de trucs, mais je trouve ça prend jamais. Étant donné qu'il ne fait que singer des choses que le manga a déjà fait, si t'as lu le manga avant, c'est impardonnable. Et du coup, tu te retrouves à avoir une version vraiment édulcorée. Et pour le coup, le manga est vraiment plus glauque que le film. Et c'est mon problème principal avec Spiral, c'est que j'ai toujours l'impression d'avoir une version petite de ce que le manga m'a donné. Et le manga touche de tels sommets que le film, justement, n'arrive jamais à proposer quelque chose qui arrive à ce niveau-là. Et surtout, là où une narration, comme tu as dit, morcelée en manga passe, parce que ça passe vite, entre guillemets, là, dans le film, je trouve, il y a vraiment des moments où tu t'emmerdes, quoi. Mais toute la première heure est... Plus que la première heure, parce que pour le coup, il y a des petits instants un peu marrants, mais par exemple, il y a une scène qui reprend tout, la scène de la machine à laver. Ouais. La scène, alors, bon, je vais spoiler comme un sagouin, l'un des personnages devient fou, twist avec l'idée des spirals, et en fait, se met dans une machine à laver, allume et meurt. Dans le manga, c'est une des cases les plus traumatiques qui soit, où on a vraiment un corps spiralé absolument dégueulasse. Dans le film, ils vont montrer ça. Enfin, alors, dans le film, ils vont d'abord montrer les personnages réagir à ça, l'enterrement du personnage, puis ensuite revenir à ça. Mais genre 15 minutes plus tard. Enterrement ou incinération ? En tout cas, enterrement ou incinération. Oui, parce que je sais que dans le manga, du coup, ils sont brûlés, il y a la fumée qui fait le spiral au-dessus de l'étang aux libellules. En tout cas, je n'ai pas souvenir que tu vois ça dans le film. Après, je peux me tromper, je l'ai vu maintenant il y a quelques jours quand même. Et en fait, dans le film, pour moi, ça ne prend absolument pas, parce que tu as la tension qui redescend complètement, on essaie de te remettre un côté choc, mais ça prend pas. Et le problème, c'est que il n'y a pas assez de folie pour moi pour que je puisse accrocher. Alors, le fait que je l'ai découvert après le manga joue, je pense. Mais tous les effets chocs, je m'y attends. Et par exemple, t'as plein de scènes qui dans le manga sont terrifiantes à nouveau. Alors la fin, le mille pattes, la scène de la machine à laver à nouveau. Mais là, je trouve tout tombe un petit peu à plat. Et surtout, le film démarre, je trouve, plutôt bien, en jouant un petit côté David Lynch, un peu sur le côté étrange, des personnages qui marchent vers l'arrière, cette espèce de personnage un peu fou qui va filmer une coquille d'escargot. Et je trouve que ça démarre plutôt bien, et il touche un peu du doigt... Alors à nouveau, je compare beaucoup au manga, mais en fait, le manga est tellement énorme que c'est très compliqué de le prendre à côté. Et je trouve qu'il touche du doigt cette espèce d'inquiétude que peut instaurer Junji Ito au début de Spiral, mais pour moi, dès qu'il essaye d'y aller, ça prend pas. Et surtout, moi j'ai un problème. Je trouve les acteurs complètement à côté. Vraiment. En fait, j'ai l'impression que ça joue comme dans Aozu. Voilà, que c'est pas du tout Aozu.
Et pour le coup, il y a un côté très inconsistant de... Il sait pas où il veut aller. Il démarre comme... il démarre plutôt bien, de façon un peu, entre guillemets, normale, en somblant peu à peu dans l'étrangeté, etc. Mais il va jamais réussir à vraiment aller dans le cauchemar, la faute à ce rythme complètement morcelé. Et dernier point qui, moi, pour le coup, me flingue vraiment tout, je trouve la photo ignoble. Je sais que c'était la photo des J-Horror de l'époque. On en avait parlé sur... comment il s'appelle Noroi. non, Noroi c'est un fan footage, c'est pas pareil. Mais sur le même épisode, comment il s'appelait? Le truc dans l'hôpital là. Ah, Infection. Infection, qui était vraiment dégueulasse, mais qui avait un côté plus poisseux, je trouve. Ironique pour Spiral de pas être poisseux. Mais pour le coup, je finirai sur ça. Quelque chose qui pour moi fait que le film ne tient pas, c'est qu'il monte avec ce build-up à la David Lynch, mais je trouve que les transformations et les scènes chocs n'ont pas d'impact en fait. Je vais juste faire une dernière comparaison film-manga. T'as un certain personnage qui finit sous les roues d'une voiture dans le manga. Ah ouais, oh mon dieu, et quelle scène Sauf que dans le manga, la spirale en question, c'est le mec qui est enroulé autour de la roue. Dans le film, c'est quoi? Le mec qui est écrasé sous la roue, la spiral, c'est le conducteur de la voiture qui s'est cogné contre le pare-brise. Avec son œil qui sort quand même, mais du coup, c'est l'impact sur le pare-brise. Oui. Ouais, l'œil qui sort seulement sur le gros plan. Sur le plan large, on ne voit pas. Et surtout, quelque chose qui est ridicule, du coup, c'est que sur le manga, c'est cohérent parce qu'il se jette vraiment sous la voiture. Et du coup, il passe dans les cieux. Là où dans le film, il se fait percuter par l'avant, et il se retrouve dans les cieux. Mais vraiment, j'avoue ne pas trop comprendre. Mais c'est pour ça, vraiment, Uzumaki, pour moi, c'est vraiment pas une occasion manquée, parce que je me dis, mais c'est pas possible pour moi d'adapter Uzumaki. Je pense que si, je pense vraiment dans le format anthologie macabre. Mais c'est pas tant dans le format que dans le visuel. Comment tu rends ça? En animé? Ouais, oui, mais en animation, pas en live action. Oui, non, ça, oui, en live action, ce serait vraiment chaud, mais... C'est vrai, parce que pour le coup, c'est... après, on peut débattre longtemps sur les adaptations live manga animé, mais dans le cas d'Uzumaki, qui a vraiment une force visuelle très forte, enfin, surtout une identité visuelle très forte, je vois pas comment tu peux... Disons, moi, le simple concept de vouloir l'adapter en live, j'avoue que c'est un peu une aberration, d'autant plus que tu ne peux que perdre, parce que tu te feras toujours comparer au manga, et tu ne peux pas battre le manga en animation. Et enfin, en tout cas, je ne vois pas qui pourrait le battre en animation. À la limite, le film d'animation qui se rapproche le plus en termes de logique de la narration d'Uzumaki, ce serait Perfect Blue, qui a au niveau cette logique de cauchemar avec une narration un peu morcelée qui va finalement se rassembler, on va dire, dans un climax vraiment catastrophique. Catastrophique en termes d'ambiance, hein, j'adore le film. Mais c'est à nouveau là, c'est des grammaires visuelles totalement différentes. Donc et il faut Satoshi Kon pour ça, donc enfin il fallait maintenant. Donc c'est pour ça, c'est vraiment Uzumaki, moi c'est un film qui me laisse un peu de marbre et qui surtout, je trouve, s'inscrit dans cette logique, enfin dans cette époque de flow de J-Horror, on en avait plein, on en avait trop, et alors je vais pas dire que je suis content que ce soit terminé, mais quand même un peu, parce que c'était tous les mêmes quoi à la fin. Un peu. Vraiment, il y avait, c'était, comment il s'appelle, le fils de celui qui a fait Battle Royale. C'est lui qui a fait Battle Royale 2 du coup. Voilà, et qui avait fait un film qui était tout pourri, qui était aussi un petit peu dans cette logique à la con, qui s'appelait... Alors je vais vous retrouver ça, je vais cutter ça évidemment. Voilà, c'est alors Kenji Fukasaku. Non, Kenta Fukasaku du coup, et le Kenta il avait fait X-Cross, qui était sorti milieu des années 2000, et qui était un peu mieux, mais qui est à nouveau dans cet épuisement de vague de J-Horror. Et vraiment, pour moi, Uzumaki, je vais pas dire c'est opportuniste, mais pas loin, et preuve en est, Netflix avait fait une autre série de Junji Ito, c'était Japanese Tale of the Macabre, nouveau sur Netflix, et qui était vraiment moisi, qui était vraiment pas ouf, quoi. En live ou en animé? En animé. Parce qu'à nouveau, il y avait toujours cette limite de... L'image des mangas était tellement puissante que tu voyais que l'anime essayait de la singer, mais n'y arrivait jamais. Et là, il y a aussi cet effet-là sur le live, je trouve, où tu te dis, ah, ça, c'est une super idée de manga. Et par exemple, sur la mise en scène, t'as plein de trucs où il va faire tourner le plan, il va... espèce de surimpression qu'il va faire par moment, où tu te dis, ça, dans le manga, ça doit être super, mais alors en animé, c'est un peu nul. Et je finirai sur ça, je trouve dommage que le film crame son meilleur plan dans sa scène d'intro. Il a un plan cool, le plan des escaliers, et il le flingue dans la scène d'intro, et je me dis, bon... Dommage. Et non, vraiment, pour moi, Uzumaki, c'est vraiment une grosse, je vais pas dire une grosse occasion manquée, quoique si, une occasion manquée, mais quelque part, c'est bien qu'il ait été fait pour montrer mais c'était pas possible de pas la manquer, quoi. Ah oui, non, en fait, quand tu veux adapter Junji Ito, Spiral, c'est le premier qui arrive, donc c'est compliqué, je trouve, de passer à côté, et après, au moins, ça rappelle que Junji Ito en live, bon courage, vraiment bon courage. À la limite, Takashi Miike pourrait le faire, mais peut-être plus sur Tommy que sur Spiral, quoi.
Parce que Tommy a été adapté plusieurs fois, notamment une fois par Noboru Higuchi. Il y a eu 6 ou 7 films Tommy, alors j'avoue que c'est un bordel. Mais je sais qu'il y en a un qui a été fait par Noboru Higuchi, qui s'appelle Tommy Unlimited, je crois, qui est pas mal. D'ailleurs, il y a un épisode Tomie sur Anthony Macabre. Ah oui, pour le coup, je me rappelle pas de celui-là. Mais en tout cas, ce qui est frappant, en tout cas chez toutes les adaptations de Junji Ito, c'est à quel point tu vois que les gens sont fans, mais aucun ne peut y arriver. Aucun ne peut y arriver, et c'est bien dommage pour le petit Junji, mais après je pense que lui il s'en fout. Ok, quelque chose à rajouter encore sur Uzumaki ? Pour moi c'est bon. Alors on passe donc au deuxième. Donc on enchaîne maintenant avec Lake Mungo. Alors, tu sais que j'aime bien les petits titres alternatifs. Évidemment. Voilà, donc Lake Mungo, les 3 derniers jours d'Alice Palmer au Japon, l'apparition d'Alice au Mexique, le secret du lac Mungo au Portugal. D'ailleurs, le nom Palmer fait évidemment référence à. Je l'ai pas. Twin Peaks. Ah merde, ok. Donc... Ah oui, Laura Palmer, putain. Oui. Un culte que je suis. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Donc sorti, alors première diffusion 12 juin 2008 au Sydney Film Festival, 30 juillet 2009 en Australie, sortie limitée et c'est le seul pays où il aura une sortie en salle. Oh la vache. Son pays d'origine du coup. Donc à la réal et au scénar on a Joel Anderson, son seul long métrage, sinon il est script et producteur sur Late Night with the Devil, qui vient de sortir là. Ok. Ah, avec David Dasmalchian. Oui. Ok. Au cast, ils sont quasiment tous inconnus, hein, c'est du documentaire à petit budget. Il y a Rosie Traynor, Alan Beat, qui a joué dans Godless, qui vient de sortir sur Shadows. Donc de quoi ça cause ? Donc c'est un faux documentaire, où on va interviewer une famille après la disparition de leur fille. C'est flippant. Oui, faut le dire. Voilà, donc j'ai envie de commencer en disant que le faux documentaire, c'est un procédé scénaristique qui a fait ses preuves, au final. Que dans la comédie avec Borat, par exemple. Oui. C'est le meilleur dans son domaine, hein. Il n'y a pas mieux depuis, je pense qu'il n'y aura pas mieux. Voilà, ou même dans l'horreur avec The Medium, Phénomènes Paranormaux, ou encore The Bay et Rec, qui sont pour moi les deux... Ça a surtout été lancé par Paranormal Activity, qui a vraiment... Alors, qui est pas documentaire pour le coup. Oui, mais c'est lui qui a permis de lancer cette vague derrière. Oui, mais... C'est vrai, mais je pense le pilier en horreur, je dois aller vers Rec, je pense qu'il est vraiment... Ouais, pour moi, ce serait The Bay. Ah oui, mais Rec, quand même, genre, le jumpscare du grenier. Oui, les deux sont incroyables. Rec ou Rec 2 qui devient une des plus belles adaptations de Call of Duty de tous les temps. C'est vraiment merveilleux. Avec Carter, on n'a pas eu mieux depuis. Et donc, c'est un procédé qui permet, au même titre que le fan footage, dont il est un sous-genre très spécifique, d'être vraiment en immersion, puisqu'on vit l'histoire avec les personnages. On en fait partie de l'histoire. Ceci étant dit, Lake Mungo, donc c'est plus l'aspect true crime des documentaires, avec du coup, donc ça commence comme juste un documentaire sur la disparition de quelqu'un, puis après donc on a les nombreuses interviews de la famille, qui sont assez touchantes au final. On est vraiment d'empathie avec eux, et une fois passé la première moitié, on entre dans la complexité avec les révélations sur les mensonges d'un certain personnage. Il va falloir spoiler, si on veut en parler correctement et vraiment pouvoir c'est compliqué d'en parler sans spoiler en fait, c'est vraiment compliqué. Parce que le film démarre sur une direction, pour être complètement annulé au bout de 30 minutes, repartir sur une autre et à la fin revenir sur un semblant de la première. Ouais. Je pense Tu veux y aller ? Moi j'irai après, mais je pense qu'il faudra spoiler. On préviendra, mais il va falloir spoiler. Il va falloir spoiler. Donc on a les mensonges d'un certain personnage, on a les secrets d'Alice aussi, qui impliquent d'autres personnages. Bref, c'est des secrets bizarres. On révélera ça plus tard. On révélera ça plus tard. Et à la fin, on entre vraiment, on peut le dire, dans le cauchemar. Dans le cauchemar, dans le paranormal. Ah, tu vois, là j'aurais pas... Ouais, bon, vas-y, je serais... On va tout spoiler comme des sacs. Allez, spoilons. On entre dans le paranormal sur la fin et c'est... quand ça arrive, tu caques la culotte. Hein. Ah, c'est absolument tétanisant, on peut le dire. On est lentement pris dans le film et quand le fantastique arrive, c'est vraiment... c'est le petit coup de massue derrière la tête qui fait un peu mal. Et genre, vraiment, premier visionnage, j'étais là bien, moi.
Alors, ça s'atténue au deuxième visionnage, je trouve, cet effet-là. Je trouve vraiment pas. Justement, parce que moi c'était mon troisième pour le coup. Et je Ok. l'ai vu 2 fois. Parce que, ouais, alors, pour révéler les dessous de l'épisode, ça fait quelques temps qu'on doit l'enregistrer. Juste combiner des emplois du temps, c'est compliqué. Et du coup, celui-ci, vu que c'était un des premiers que j'avais revu, j'ai voulu le revoir il y a quelques jours pour. Mais justement, je détaillerai ça dans mon passage. Et, et ouais, mais le deuxième visionnage, il sert aussi à remarquer des détails qu'on nous fait voir du coup à la fin du film. Donc on remarque ça au premier visionnage, on se dit ah putain c'était sous nos yeux depuis le début. On essaie du coup de les voir pendant le deuxième. Et Ils sont là. Ils sont là. Ils sont Et bien. ils ont toujours été là, sous nos yeux. Et c'est vraiment une expérience très déstabilisante qui est du coup renforcée évidemment par l'aspect documentaire. Dans un registre très différent d'un film comme Poughkeepsie Tapes par exemple. Mais Qu'on a hésité aussi à prendre pour l'épisode. Ouais. Mais qui, dans mes souvenirs, est beaucoup plus bourrin. beaucoup plus marrant, beaucoup plus malsain. Ouais, C'est- pour Poughkeepsie Tapes, comment dire. Comment on pourrait résumer ça? C'est maniaque, mais filmé en documentaire. C'est Behind the Mask, sans l'humour. Ouais, un peu. Et avec un peu. Ouais, Behind the Mask, sans l'humour, filmé par William Lustig, période fin 80. Et ouais, et ça fait mal. Ça fait mal, enfin c'est... Là en plus on est vraiment attaché au personnage. Bah, si je peux prendre le relais à la volée, c'est quelque chose qui me marque dans le film, c'est que je pense que c'est un film qui n'a pu être écrit que par quelqu'un qui a vécu lui-même un deuil assez profond, assez triste. Parce qu'en fait, effectivement, le premier mot du film, c'est... Laura, elle s'appelle? A disparu. Alice. Alice, pardon. Alice a disparu. Et juste... bon, après ça, on t'ouvre directement sur in medias res sur le cadavre qui sort de l'eau. Et après ça, le film va découler pendant... Bon, je vais spoiler comme un sagouin parce que c'est impossible d'en parler sinon. Va découler pendant 30 minutes la théorie que le fantôme d'Alice est là. C'est-à-dire que on va suivre la famille et surtout on va suivre... Alors c'est un film que j'ai trouvé mais brillamment écrit. Enfin vraiment voilà. Je sais que le réalisateur, j'ai vu une interview, il en parle lui-même, il dit c'est plus un film sur la mort et le deuil qu'un film fantastique. Ouais. Et 24 a appelé je crois. D'ailleurs fun fact, c'est un des films d'horreur qui fait le plus flipper Jordan Peele. Ah bah ça m'étonne très peu, ça m'étonne vraiment pas parce que pour le coup je pense que c'est un film qu'il aurait adoré réaliser. Et Jordan Peele rêve tous les soirs d'avoir ce niveau-là. Et en fait, donc pendant 30 minutes à peu près, le film est court, il fait 1h30 à peu près. Ouais. Pendant à peu près 30 minutes, on va avoir la Même théorie moins, je crois, autour d'une que heure le trente. film, enfin que Alice est encore, enfin le fantôme d'Alice est bien présent, et que il hante la maison. Alors on va avoir plusieurs réactions des personnages, on va avoir le père qui lui refuse complètement d'y croire, on va avoir la mère qui elle a envie d'y croire, le frère qui lui, je vais outer juste après, le frère orchestre tout. Et en fait, donc il va y avoir plusieurs photos absolument terrifiantes où on peut deviner l'ombre d'Alice au loin. Et alors, juste, je vous invite à voir le film très tard dans le noir et je vous ai dit, sur ordi, je trouve que ça marche mieux sur ordi. Mais c'est les plans de photos. Alors, moi, c'est un film qui lorgne vers une culture que j'aime bien, qui est la culture des lost media, la culture internet autour des photos un peu flippantes. Genre, l'exemple le plus criant, ce serait les photos de Slenderman. Tous ceux qui ont grandi dans les années 2000 ont connu ces photos à la Ou, cour d'un grand bonhomme en fond, quoi. Ou Smile pour JPEG. Exactement, mais c'est cette espèce de photo un peu trouble où tu peux tout voir, en fait, en fond. Et le film va aller sur ça. Et plus qu'aller sur ça, va s'en servir non seulement comme d'une base, mais surtout comme d'un média. C'est-à-dire que vraiment, vous avez des plans de 30-40 secondes sur ces photos-là avec un zoom très lent, très discret, mais qui est vraiment tétanisant parce que, tout simplement, en transformant ce support en média, tu peux tout voir dedans, y compris le fantôme d'Alice. Et donc pendant 30 minutes, le film va lorgner sur ça. Finalement, twist, le frère a tout monté pour essayer de remettre ses parents sur les rails. Et ensuite, on apprend que, bon, on doit aller dedans, on doit le dire, Vas-y. Alice a fait des joyeusetés avec le voisin et sa femme. Voilà. Voilà. C'est filmé, hein, c'est pas des suppositions. Voilà, les joyeusetés ont été filmées et la cassette est gardée dans la chambre d'Alice. Et donc, il y a à ce moment-là la potentielle menace que le voisin vient dans la maison pour la retrouver. Et dans un troisième acte, et là je pense que je vais essayer de rester flou parce qu'il faut vraiment pas déflorer tout ça. Dans un troisième acte, ils vont aller vers le fameux lac Mungo du titre pour retrouver... Alors, pas une explication, et c'est aussi un autre axe pour lequel je salue le film n'explique pas grand-chose. Pas une explication, mais une clé de lecture du film qui est que on comprend peu à peu que Alice, le personnage, avait du mal à se comprendre elle-même et également du mal à interagir avec ses parents. Et on voit
plus ou moins quelque chose qui permet, pas d'expliquer, mais de comprendre cette mauvaise compréhension d'elle-même et de ses parents, qui va aboutir sur un jumpscare absolument terrifiant. Et quel jumpscare. Et qui est un jumpscare où j'ai lâché mon ordi, j'étais vraiment pas bien. Et pour le coup, c'est un film qui fait vraiment peur. On peut le dire, Lac Mongo, ça fait vraiment très peur et ça déprime aussi pas mal. Et avec un jumpscare absolument terrifiant, doublé. En fait, surtout, c'est un jumpscare qui a du sens parce que c'est un jumpscare qui représente une vision d'horreur qu'on voit peu et qui peut vraiment impressionner parce que ça renvoie à quelque chose qui met profondément mal à l'aise. Et donc, on va avoir ce jumpscare là. Et donc, avec cette fin, avec un espèce de demi-twist de fin. Et bref, Lac Mongo, s'il n'explique rien, permet de mettre des images, en tout cas, sur le sentiment qu'on peut ressentir face à un deuil. C'est-à-dire la perte d'un être cher, et non seulement la perte d'un être cher, mais surtout le fait de se retrouver face à ce vide que laisse sur la mort de quelqu'un. Après, sur Lac Mongo, il y a une chose qui, je trouve, est très importante à signaler, c'est que c'est un film qui peut laisser de côté. C'est-à-dire c'est un film qui effectivement fait très peur, mais il faut vraiment rentrer dedans, le voir seul, je pense que c'est mieux, le voir dans le noir et vraiment se laisser aller petit à petit, parce que il faut être concentré, déjà pour le jumpscare, et surtout pour vraiment comprendre à quel point c'est un film qui fait peur, en fait, tout simplement. Ouais. D'autant plus que c'est un film qui, dans cette vague, est assez unique, parce qu'en fait on a eu beaucoup de found footage à la con et beaucoup de documentaires à la con aussi. Des documentaires ? Exactement, très belle ville en France. Et là où Lac Mongo c'est assez unique parce que c'est un, alors en tout cas avec connaissance je n'en ai pas vu d'autres comme ça, c'est un documentaire qui mise absolument tout sur son écriture et qui est pas une écriture prétentieuse, qui est pas une écriture putassière, qui est une écriture que je trouve vraiment assez terrassante de sincérité, et c'est un film qui, moi, à la fin en tout cas, alors au-delà de me faire vraiment très très peur, mais pince vraiment le cœur. Il y a vraiment une tristesse qui se dégage, c'est un film que je trouve absolument mais terrassant de tristesse. C'est vraiment pas affligeant, mais ça fait vraiment mal. Ouais, c'est éprouvant. Ouais, voilà, éprouvant, je vais chercher le bon terme. Et finalement, ce qui est le plus triste dans cette histoire, c'est que quand on le revoit, on sait la fin, on sait ce qui se passe, et donc au-delà de faire attention aux petits détails à droite et gauche sur les photos, on ne peut qu'être avec cette famille 2 fois plus parce qu'on sait où ça va aller, on sait ce qu'ils vont traverser, on sait ce qu'ils ont traversé, et je trouve que ça propose un film qui, au-delà d'être... Alors, je sais que le terme c'est une sacrée proposition, est un petit peu galvaudé, mais c'est vraiment un film unique et qui fait vraiment mal en fait, qui fait mal et qui à nouveau, un peu à la manière de Uzumaki, n'est pas à mettre devant tous les yeux, mais pour d'autres raisons. C'est-à-dire si vous sortez d'un deuil, je pense qu'avec quelques minutes après minuit, c'est vraiment des films, faut attendre un peu. Faut vraiment attendre parce que... Ou Big Fish. Ouais, mais Big Fish, c'est déjà sur l'après. C'est quelques minutes après minuit, Lac Mongo, c'est instantané, et c'est sur le pendant qui sont vraiment forts. Là où Big Fish, c'est sur comment tu vas travailler plus tard. Et c'est vraiment très fort, et surtout c'est enfin, ça m'étonne pas que ce soit un film en one shot parce que je pense que comme c'est un film qui est fait quasiment sur le coup. Je sais pas comme le budget du film, mais il doit pas y avoir plus de $10 000 là-dedans. Ah ouais. C'est vraiment très 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 petit. Ah oui, par contre, détail, ne soyez pas allergique au 360p. À nouveau, il y a 10-15 minutes vers la fin, alors à nouveau, ça participe complètement au dispositif du film. 1,7 million. Tu mens. On cherche en direct. 1,7 million. 1,7 million. Ça doit être ça doit être peut-être les acteurs. Je sais pas. Mais alors le 360p participe complètement au dispositif du film, mais si tout le monde ne veut que de la 4K, ça peut être un peu déstabilisant sur Lac Mongo. Après, il y a un Blu-ray du film. Dans quel pays? Je crois que... Les Allemands. Les Allemands, toujours. Je sais que j'ai un Blu-ray du film pour le coup. Ok, Ah oui, d'ailleurs, on n'a pas fait le point physique. Uzumaki est en Blu-ray aux US. Ouais, en Allemagne peut-être. Très probablement. Mais non, sur Lac Mongo, il y a une chose que je peux inviter à faire avant de voir le film, c'est peut-être justement de voir Paranormal Activity. Pas que ce soit un film que j'aime beaucoup, mais je pense que ça peut faire un bon double programme parce qu'on a d'un côté le côté... Non, seulement aux US, pour Uzumaki. Très spectaculaire de Paranormal Activity. Spectaculaire. C'est pas spectaculaire Paranormal Activity, mais très, on va dire, superficiel de la chose. Là où Lac Mongo, je trouve qu'il y a une sincérité qui se dégage du film qui vraiment fait mal. Et Lac Mongo est sorti en Grande-Bretagne et en Allemagne. Comme par hasard. Et j'ai le Blu-ray allemand, moi. Évidemment, nos amis allemands qui éditent à peu près tout et n'importe quoi, avec des pires jaquettes. Je déteste la jaquette.
Moi j'aime bien la jaquette originale grise, avec juste le visage qui se sépare. Je trouve que ça correspond à l'ambiance que peut donner le métrage. On a fini sur les Mongo ? On a fini sur les Congo. On va passer à mon... Alors, comment défendre l'indéfendable ? Alors, 2012, les Sons of the Evil. Alors, les Sons of the Evil, c'est réalisé par quelqu'un dont on vous avait déjà parlé dans un des bilans du festival Film Interdit. Cinéma Interdit, pardon, à Paris. Alors, c'est Takashi Miike. Alors, Takashi Miike, très connu, Audition, Ichi the Killer, très assassin, Harakiri, bref, on va pas tous les faire. C'est quelqu'un qui, jusqu'au début 2000 à peu près, était vraiment connu pour faire des trucs indéfendables, notamment Visitor Q, qui a été plus ou moins le point d'orgue de cette période-là. Après ça, il a fait pas mal de remakes et de films, on va dire, plus conventionnels, comme s'il voulait s'acheter une espèce de respectabilité auprès des institutions. C'est à cette période-là qu'il fait très Samouraï et Harakiri, il me semble. Et en fait, moi, c'est un cinéaste que j'aime énormément. Vraiment, parce que c'est quelqu'un qui peut faire tout et n'importe quoi. C'est quelqu'un qui peut faire Visitor Q, où t'as de la scatophilie, qui peut faire Bird People of China, qui est peut-être un des plus beaux films que j'ai vu de ma vie, qui peut faire Dead or Alive 1, avec une poubelle remplie de merde, qui peut faire vraiment... Avec cette fin de Dead or Alive qui est merveilleuse, oui. J'adore. Et qui peut faire First Love, qui est vraiment un touche à tout, et qui peut faire notamment son merveilleux segment de Masters of Horror absolument légendaire. Enfin bref, ceux qui l'ont vu, vous savez. Mais même, il a pas fait un segment sur ABC of Death ? Je crois pas. C'est pas lui, Libido ? Non, c'est Giagiotto. C'est Giagiotto, Libido, c'est Giagiotto, qui est bien frappadingue aussi. Hein. Mais bref, Takashi Miike, c'est quelqu'un auquel je suis très 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 attaché, et qui en fait en 2012 semblait avoir perdu cette image de sale gosse du Japon. Et là, on va voir qu'il n'en est rien. Alors, très rapidement, c'est adopté d'un roman de Yusuke Kishi, qui est un auteur vraiment reconnu là-bas. Alors, c'est pas un auteur que je connais beaucoup, donc j'avoue ne pas détailler plus que ça sur ce charmant personnage. Qui a ensuite été adapté en manga après. Donc le manga Les Sons of the Evil a été fait après le film. À la photo, on a Nobuyasu Kita, qui est le chef-op, alors pas habituel de Miike, mais qui a quand même fait parmi ses films les plus beaux. Je trouve, c'est-à-dire qu'il a fait la photo très assassin, celle d'Harakiri, qui sont vraiment des photos qui tabassent. Il a fait la photo de First Love, qui alors je l'ai pas vu depuis la sortie, mais dans mes souvenirs était très belle. Et il a fait la photo de As the Gods Will, qui est alors pas un des plus réussis, mais je trouve un des plus rigolos. Tu l'avais vu ou pas, As the Gods Will ? Non, j'ai entendu dire que c'était Squid Game en bien. Alors moi j'aime beaucoup Squid Game, mais oui, c'est dans cette veine-là, c'est le côté jeu de la mort, etc., avec une des meilleures parties de chats du monde, qui est pas du tout un des Miike les plus gore, mais qui est, je trouve, un des plus dérangeants, et qui est vraiment assez rigolote. À la musique, on a Koji Endo, Koji Endo, Happiness, alors juste audition, Happiness of the Categories, c'est bon. Alors, casting, il n'y a pas un casting énorme, mais il y a Hideaki Ito, qui est surtout, je pense, celui sur lequel on va revenir, qui avait déjà joué dans Miike, chez Miike, pardon, dans Over Your Dead Body, qui est sorti avant, si je dis pas de bêtises, et qui a joué ensuite dans l'abominable Terraform Mars, parce que Takashi Miike, il a aussi fait des adaptations de manga absolument catastrophiques. Et alors, pour faire un synopsis rapide, alors je suis très mauvais en synopsis, donc il est de moi, ne m'en veuillez pas. Seiji Azumi est un professeur d'anglais très populaire dans son école, mais son comportement est parfois étrange et il semble cacher quelque chose de bien plus sombre sous sa carapace de douceur. Ouais, c'est de moi. Alors, est-ce qu'on out tout de suite la fin ? Parce que le film vaut globalement le coup pour ses 40 dernières minutes. On va pas se mentir, il fait 2h. 2h10, 15 2h10, oui. Mais les 40 dernières minutes. Alors, on va les révéler tout de suite. Alors, Seiji Azumi est un sociopathe, ça s'est révélé assez vite, qui n'aime pas le harcèlement scolaire. Déteste le harcèlement scolaire au point de buter toutes les personnes qui en font, ou qui y sont liées. Parce que si tu butes les harceleurs et les harcelés, il n'y a plus de harcèlement. C'est logique. Et il a dans son passé déjà tué plusieurs personnes. Et dans les 40 dernières minutes, il va, suite à quelques petits problèmes d'organisation, massacrer toute son école au fusil à pompe. Les enfants, je veux dire. Alors, je vais être très sincère, le film a 20 minutes en trop, alors tous les films de Miike ont 20 minutes en trop, hein, quasiment tous, vraiment. Même Audition, que pourtant je vénère, je le trouve un petit peu long vers son deuxième tiers. C'est souvent le deuxième tiers qui est poussif, et là, effectivement, il y a 15-20 minutes, ce serait bien passé. Mais, ce que j'adore dans ce film, c'est que pendant 1h20 à peu près, c'est globalement le Miike qu'on connaît depuis Audition, c'est-à-dire le côté vraiment mise en scène très tenue, très délicate, vraiment une écriture, on va dire, pas une écriture, pardon, mais une façon de filmer les choses qui est toujours très discrète mais élégante. Il y a vraiment une mise en scène qui est vraiment classe. Menée par Hideaki Ito, possédé, vraiment je trouve c'est son... Alors, pas un acteur, donc j'ai creusé la carte plus que ça, je dois bien admettre, je le trouve excellent dans le rôle, pourtant c'est pas un rôle facile, c'est le côté vraiment charmeur, je trouve qu'il arrive à le tenir plutôt bien, et pourtant
dès le début, tu te doutes que c'est globalement un connard. Et d'autant plus que c'est pour moi le film de transition de Mickey où il va revenir, alors pas totalement, mais où il va retourner, on va dire, à son côté vraiment sale con. Parce que à nouveau, pendant 1h20, on est vraiment dans le côté climat de violence étouffée, vraiment le côté sale qui peut se dégager, enfin sale, mais sale ambiance qui peut se dégager de certains films, avec également une façon de filmer qui m'a rappelé Confession de Nakashima, qui est un putain de film aussi qui se passait dans une école, si certains l'ont vu, vraiment foncé sur ce film. Ah, oui. Et ça va rappeler comme ça, et en fait, moi je me suis noté que ça démarre comme audition et ça finit comme Visitor Q, parce que vraiment, les 41 minutes, alors je te laisserai y aller, parce que toi tu as découvert le film, c'est un film que je prends toujours beaucoup de plaisir à montrer ce film à des gens, où ils se font un peu chier, et on arrive à la fin, ils font mais non, et mais si. Et alors, je continuerai plus tard, parce que toi tu as découvert le film, je sais que ça fait longtemps que je t'en parle, le Lesson of the Evil, et surtout je ne t'avais rien dit sur la fin, et je t'avais juste dit, oui tu vas te faire chier, mais attends la fin, tu vas voir. Ah, non, tu m'as dit, est-ce que tu connais la fin? Voilà, t'as dit non. J'ai dit non. Et j'ai compris que t'allais vivre un très bon moment. Et surtout, donc il revient à ce côté sale con, et c'est pas toujours contrôlé. Alors qu'est-ce que c'est réjouissant. Alors Roman, ce premier visionnage de Lesson of the Evil de Takashi Miike, c'était comment? Alors, pur film de festival, ça pour le coup. Ça totalement, mais comme le suivant d'ailleurs. Ah bah oui. Alors, bah, disons qu'il y a la première heure et demie. Moi j'adore, mais c'est vrai que si t'as besoin de rythme, c'est pas ce qu'il y a. Ça se traîne un petit peu. Ouais, ça traîne là-bas. J'aime beaucoup l'exposition, mais ouais, comme tu dis, le deuxième tiers. Bah en fait, le problème du deuxième tiers, c'est qu'il redit ce que dit la première partie, à savoir, ah là là, il est bizarre. Il essaye de creuser un petit peu, en fait, dans le film, il y a une enquête policière qui ne sert honnêtement à rien, hein, vraiment. Il y a une enquête policière sur est-ce qu'il est bizarre ou pas. Oui. Et en fait, le deuxième tiers, surtout, fait quelque chose que moi je n'aime pas. Alors je sais pas si c'est dans le roman de base, mais c'est qu'il révèle quelques éléments du passé du tueur. Et c'est certes très bien mis en scène, donc ça ne me dérange pas, mais en même temps, alors moi c'est un de longue date, mais je déteste quand on veut expliquer l'origine du mal, parce qu'à partir du moment où tu l'expliques, tu lui donnes une certaine logique. À partir du moment où tu le rends logique, tu lui enlèves toute possibilité de faire peur. Et c'est pour ça que moi le film, je trouve, perd un petit peu sur ce point-là. T'aimes pas le Wind of Zombie? J'aime bien l'héroïne de Rob Zombie, mais parce que justement, il ancre tellement son... En fait, il enlève tout récit mystique, on en avait parlé. Et du coup, parce qu'il l'ancre totalement dans la réalité et lui enlève toute mystique qu'il y a dans le 1, le 2 est une autre histoire, bah pour moi le 1 fonctionne, et le 1 me fait un peu peur. Je trouve. Oui, oui, parce que le 1 va avec ce côté. J'humanise absolument tout. Bah, réalité très crue. Voilà, c'est ça. Là où l'original de Carpenter, c'est quasiment un monstre. Enfin, c'est un monstre. C'est un monstre quasiment universel en fait. Et Gordon Green fait exactement pareil, avec un peu moins de talent quand même. Mais exactement pareil, où il te fait Halloween Kills, où il te fait le Michael Myers littéralement Jason Voorhees. Oui, bah après j'aime beaucoup ce qu'en fait Gordon Green, typiquement dans son premier, où en gros Michael Myers a la même aura dans ce film-là que dans notre monde, en fait. Oui, ce qui est logique, mais justement, là où dans le deuxième, ça va plus tomber quasiment dans un héros de comic book. Je veux dire, la fin de Halloween Kills, c'est une bande dessinée. Je veux dire, c'est très réjouissant, mais c'est une bande dessinée. Mais non, vas-y, Lesson of the Evil. Donc bon, il y a la première heure et demie, je vais pas te mentir. C'est long. C'est long et je suis resté sur le côté. Je suis la caution, ça peut laisser de côté. Oui. C'est moi dans le podcast. Bonjour, vous débarquez. Mais cette scène de fin légendaire. Voilà, bon, déjà sur la première heure et demie, il montre que en termes de mise en scène, Miike, c'est pas genre rigolo quoi. En fait, je veux pas faire croire que c'est Sonotion ou Kitano en termes de précision. En revanche, il arrive sans mal à instaurer des ambiances, Miike, et preuve en est Visitor Q, où au-delà de filmer de la saloperie, il arrive à te la faire ressentir visuellement. Là, ça reste hyper tenu, vraiment. C'est ne serait-ce que la façon dont il filme l'appartement, enfin pas l'appartement, mais l'espèce de bicoque délabré du tueur, qui est vraiment un croisement entre Evil Dead et La cabane dans les bois, quoi. Mais donc, les 40 dernières minutes. Je te laisse détailler, je n'ai rien dit exprès. Ah bah... Globalement, c'est un gore-fest. C'est du massacre d'énormément de façons possibles. Qui va en plus lorgner chez Cronenberg. Ouais, mais qui lorgne du côté de plein de trucs. Vraiment, cette espèce de school shooting. Si vous avez rêvé de voir Existence, Columbine, je parle de l'événement, et Suicide Club, bon, c'est là, quoi. Les trois sont réunis. Et vraiment, putain, ça gicle, ça tâche, et ça fait du bien, titre. Toujours avec ce côté humour un peu pinçant qu'il peut avoir avec l'élève qui fait ouais monsieur je dois aller à l'université Todai et il fait non Todai, bam. Après ça peut mettre mal à l'aise hein, parce que
on parle vraiment de... quoi, c'est le body count, il doit être à 60-70. Ah, pas Parce que loin, t'as ouais. que ça pendant 40 minutes quasiment. T'as 60-70 gamins qui se font buter au fusil à pompe. C'est unique. Fusil à pompe ou à la flèche, Oui, ça peut varier, mais chute d'escalier, ou... c'est ouais. vraiment juste un massacre complètement gratos. C'est vraiment... Et alors, bon, nous on adore. Voilà, mais ça peut questionner, on va Voilà. dire, sur la nécessité de filmer ça. Si vous avez des problèmes avec les enfants morts, je comprends pas. Putain, non, c'est réjouissant à voir tout ça. C'est défoulatoire, c'est purement cathartique et putain, ça fait boum. Non, mais surtout, ce que je trouve presque dommage dans cette scène de fin, c'est qu'il va la conclure sur un petit à suivre, tu vois, genre to be followed, tu vois. Ce qui a l'air de vouloir dire, de vouloir presque faire un commentaire sur le côté la violence perpétuée, etc. Parce qu'en fait, quand je disais que la scène n'est pas entièrement contrôlée, c'est qu'on parle vraiment de 40 minutes, ce n'est que ça, ce n'est vraiment que ça. Et du coup, alors oui, c'est très réjouissant, mais c'est presque aussi la limite du film de... Tu peux pas faire de commentaires quand tu fais un truc comme ça, tu peux pas. Je veux dire, même Sonotion notion quand il fait Why Don't You Play in Hell, qui est aussi vraiment, enfin, les 30... Tu l'as vu, Why Don't You Play in Hell My bad, bah. Les 30 dernières minutes, c'est Kill Bill, c'est la fin de Kill Bill. Ok. Et je veux dire, tu peux pas faire de commentaires sur ça. Quel Kill Bill? Le 1. Ou vraiment c'est la fin de Kill Bill 1 mais version teubée. J'adore le film, hein, vraiment j'adore le film. Même si bon, je pense que depuis qu'on sait ce qu'on sait sur le bonhomme, il doit y avoir des petits relents un peu bizarres. Mais tu peux pas filmer ça. Des relents à la Jeepers Creepers un peu... Ouais, alors pas à ce niveau-là, mais quand même un peu. Quoique, ouais, pas que aussi. Et en fait, tu peux pas filmer un school shooting aussi frontalement et derrière vouloir faire une critique sur la violence ou quoi que ce soit parce que... Enfin, juste non, tu peux pas. C'est complètement débile. Et pour le coup, là, Lesson of the Evil, je vais raconter une anecdote sur comment je l'ai découvert. En fait, on m'avait aussi vendu le fait que... Alors, quelque part, on vous a complètement défloré la fin, c'est dommage. Organisez des séances avec vos potes, vous verrez, c'est super. En fait, le film, on m'avait juste vendu le film en me disant, tu verras, la fin, ça va loin. Et moi, je m'étais dit, bon, Takashi Miike, ok, il a fait des trucs un peu vénères quand même, mais bon, qu'est-ce qui se passe? Et je vois le truc dans une école, et je me dis, bon, ok, déjà tu sais que certains enfants vont morfler. Et effectivement, pendant le film, t'as déjà des trucs un peu cossus. Mais en fait, lorsqu'on voit le build-up arriver à cette scène de fin, où globalement il arrive avec un fusil à pompe, etc. Et en fait, quand on comprend que ce que ça va devenir, on se dit, waouh. Et là, ça devient, il y a vraiment des relents de catégorie 3 de, mais on peut pas filmer ça. Et en fait, il transforme l'immoral... Non seulement on peut, mais on va le faire. Ah mais ça, il transforme l'immoral en terrain de jeu, et... Alors, par la suite, il aura recommencé un truc comme ça. Alors, à nouveau, First Love, j'ai souvenir qu'il y a aussi quelques trucs un peu crasseux dans First Love. Je t'avoue. Et même, il avait... C'est le quatrième Mickey que je vois, donc vraiment, c'est top. C'était quoi les trois autres que t'as vu? Visitor Q Visitor Q et Dead or Alive en salle, les deux. T'as pas vu Audition? Et Audition, du coup, que j'ai Ouais, vu. parce que la fin d'Audition aussi, elle était ouais. bien... Elle était beaucoup plus premier degré. La fin d'Audition, c'est vénère. Et non, et pour le coup, c'est ça que je trouve dommage, c'est que le film est parasité par ses volontés de discours d'auteur. Le problème, c'est que pour moi, il faut choisir entre soit tu fais un discours sur la violence au sein d'une école, ce que faisait Nakashima dans Confession, putain de film vraiment allez-y, soit tu fais un putain de Gorefest à la fin. Et dans ce cas-là, il faut choisir, mais tu peux pas te revendiquer Cronenberg et Noboru Higuchi, tu peux pas. Ou alors, enfin, quoique, non, si Cronenberg. Bref, mauvaise comparaison, vous voyez l'idée. Mais c'est. Non, vraiment, le Scénosie, moi, c'est un film que j'adore parce qu'il y a cet effet. Fais-moi confiance, je vais te montrer un truc, tu verras. Et ça fonctionne toujours. Parce qu'il y a toujours ce truc de mais comment c'est possible? Comment on peut filmer ça? Et non, vraiment, c'est un film que je recommande et qui surtout a une petite saveur particulière, je trouve. C'est si on a vu les autres Mickey, en fait, si vous avez fait. Alors, pas un marathon, parce que faire un marathon de Mickey, certains l'ont fait. Genre toi? Ouais, c'est pas des idées à avoir, c'est pas des idées à avoir. T'en as vu combien? Alors quasiment tous, mais le problème c'est... Alors je crois que j'en ai vu 100... Alors j'en ai vu plus de 100, mais je sais plus combien j'en ai vu précisément. Mais le truc c'est que... Enfin il en sort trop et c'est impossible de gérer. Et en fait... D'autant plus que, comme je disais, il arrivait dans l'époque où il était plus raisonnable en ne sortant que de films par an. Et donc c'était un peu le Quentin Dupieux japonais, tu vois. Quentin Dupieux avec des tripes. Et il fait Harakiri, il fait 13 Assassins, et il revient avec ça, qui est... un défouloir, comme on en fait peu, et c'est... J'adore. Quelque chose à rajouter sur moi c'est bon. On peut passer à la suite, et c'est à toi. Et donc on passe à la suite avec Tragedy Girls. Alors,
dans ses petits titres alternatifs. Sœur, entretuez-vous à Taïwan. Ça c'est bien ça. Ça Voilà. j'aime Fille mortelle en Hongrie. Ou Le- son titre russe, tué pour un like. bien. Le titre est marrant. Ouais. Voilà. Donc première diffusion au festival 12 mars 2017 au South by Southwest Film Festival aux US. Première sortie 20 octobre 2017 aux US. Et première diffusion française, parce qu'il est sorti au festival celui-là, 8 décembre 2017 au PIF. C'est là où perso j'ai découvert. Moi je l'ai découvert pour l'occasion. Je sais que tu m'en avais souvent parlé avant. Et je l'ai découvert pour l'occasion. Ok. Tu diras ce que t'en as pensé Évidemment. en temps et lieu. Ah bah, je serais curieux de savoir si tu... je serais curieux de savoir si tu penses que je l'ai eu ou pas. J'attends de voir. Vas-y, j'attends de voir. Donc à l'arrière, on a Tyler McIntyre, dont on a parlé pendant le bilan, vu qu'il a réalisé It's a Wonderful Life. It's a Wonderful Life, titre merveilleux pour un film qui l'est un petit peu moins. Voilà. Qui avait aussi réalisé Patchwork et un segment de VHS 99. Lequel? Je sais plus. Ok, parce que 90 alors je confonds toujours les deux, mais 99 c'est celui où il y a To Hell and Back ou pas? Je sais pas. Je vais vérifier. Je crois. C'est pas le 84, celui où il y a le bac. Je te laisse, vas-y, je vérifie, je fact-check en même temps. Donc au scénar, on a Tyler McIntyre, Chris Lee Hill qui a bossé que sur. Enfin, qui a bossé principalement sur Patchwork et son segment de 99. Et Justin Dawson qui n'a littéralement rien d'autre. Ok, VHS 99, ce n'est pas celui-là, c'est celui où il y a le segment de ce zigoto, c'est celui où il y a To Hell and Back. Ok. Et c'est celui où t'as également Johannes Robert, c'est cette espèce de fraude qui a eu Flying Lotus. Mais voilà, donc c'est bien celui où il y a To Hell and Back. Ok. C'est globalement le film, en fait, c'est un peu le même ressenti que pour VHS 2. C'est-à-dire que le film est sympa sans être dingue, mais au milieu t'as un segment qui ravage tout. Dans VHS 2 c'était Safe Haven, dans 99 c'est To Hell and Back. Réalisé par les deux génies Qui ont fait Deathstream. Deathstream, Ouais. le couple Winter, merci à vous les gars. Au cast, on a Brianna Hildebrand, du coup, qui est en gros Negasonic dans Deadpool. Voilà. Non, Negasonic Teenage Nucléaire. Teenage Warhead en anglais. Voilà. Qui joue dans le rôle de Sadie Cunningham, qui est donc une ref à Sean Cunningham, Je ne l'avais pas, point pour eux. donc le Real de vendredi 13. On a Alexandra Shipp, qui a joué dans Barbie, Tout sauf toi, Tic Tic Boom, et qui est Storm dans la prélogie X-Men. Ah, ok, bah écoute, ok, bah alors j'avoue, ça fait longtemps que j'ai pas vu la prélogie, mais ok. Dans le rôle de Makela Hooper, Voilà. voilà, Texas Chainsaw Massacre, Toby Hooper, tout ça. On a Jack Quaid, qui a joué dans Qui se fait encore tuer. Scream 5 et 6, Oppenheimer, Under Games Surtout 2. The Boys. Qui joue The Boys, oui. Yugi dans The Boys. Ouais. Et qui n'a pas besoin de faire de test ADN. Hein. Il a vraiment la même gueule que son père. C'est qui son père? Dennis Quaid. Ouais. Voilà. Et en fait, c'est un peu comme. Comment il s'appelle? Wyatt Russell. Ouais, voilà. Wyatt Russell et Kurt Russell, bon. Bon, le jeu des 7 familles, ils ont perdu, quoi. Tu sais qui c'est. Un peu comme Kirk Michael Douglas aussi. Ouais, mais Wyatt Russell, Russell, genre, Wyatt ouais. Russell, c'est vraiment. Ouais. Wyatt Russell, quoi. On a notre bébou, enfin le bébou de Corentin, fan de FNAF, Josh Hutcherson. Son meilleur rôle. Il a pas fait mieux depuis, il le fera pas mieux. Ah, mais je l'ai vu. J'ai été. Mais putain, il est là! Il y a aussi le mec de Brooklyn Nine-Nine. Ouais, il y a Craig Robinson qui joue attends, je- Doug Judy dans Brooklyn Doug Judy Nine-Nine. dans Brooklyn Nine-Nine. Qui joue c'est la fin de Le Pineapple Express. Renoir, globalement. C'est la fin de Pineapple Express, Fanboys. Je conseille Fanboys d'ailleurs. Fanboy. C'est le truc avec les mecs fans de Star Wars, ça? C'est ça, c'est le film est sorti genre en 2007, un truc comme ça. Et ça se passe en 99, juste avant la truc de la menace fantôme. Ils font un road trip. Ils font un road trip parce qu'il y a un de leurs potes qui est malade, qui va bientôt mourir. Ils font un road trip à travers les États-Unis pour aller voir la menace fantôme et ça se finit par imagine le film c'est de la merde. C'est le petit mouchoir des fans de la Japan Expo. Imagine ça. Ah merde, ah bah. Point. Voilà, à la musique, on a Russ Howard 3. Je veux pas savoir ce qui arrive Fils au de premier. Russ Howard 1 et 2. Voilà. Fils des deux d'ailleurs. Ensemble. Son père c'était Russ Howard 1, son fils, enfin sa mère Russ Howard 2. Qui a fait les autres films du Real sauf VHS. Et aussi qui a composé pour Hobo with a Shotgun. Ah, qui est chouette avec Robert. Le mec de Blade Runner là. Vas-y. Roger Hauer. Robert Hauer, voilà. Roger Hauer. Et le mec de comment il s'appelle? Le film avec le taxi là. Le Taxi. Non, le truc où il. Ah putain, le truc où il joue un autostoppeur. Hitcher. Hitcher, voilà, Ok. putain, merci. Ouais, c'est compliqué. Hein. Voilà. Qui est aussi composé pour Critters Attack et dont les Aïe. 3/4 de sa filmo maintenant en tant que compositeur sont des comédies de Noël. Critters Attack, c'est vraiment nul. Hein. C'est vraiment nul. Hein. Et même à l'échelle de Critters, c'est dire. Et alors à la photo, on a un certain Paweł Pogorzelski.
Qui est cet homme? Qui est cet homme? Le mec qui a fait les photos de Blue Beetle, ça soit. J'ai vomi. Nobody. Ouais. Fresh. Ah, celle de Fresh, elle est super. Ouais, et de tous les Ari Aster depuis The Strange Things About the Johnson. Ah ouais, donc il a fait Hérédité Et Midsommar, ouais. Ah oui. Bon, j'ai toujours pas vu Boys of Rain, hein, honte à moi. Mais ah ouais, donc quand même, c'est... Ouais. Bon, tu dis que c'est le mec qui fait Blue Beetle. Bon. Faut bien manger. Faut bien manger, et surtout, enfin, la photo du film, elle est pas particulièrement belle. Bon, non. Putain, comme quoi. Comme je quoi, il y a des c'est ma nouvelle de la journée. Ok. Donc, si je devais résumer le film en un mot, festival. Oui. Genre, clairement. Ça fait penser à... Attends, chaque fois j'oublie le nom. On l'avait pris pour l'épisode de Noël, un truc avec le gamin là. Ah, Watch Out. Ouais, Better Watch Out, j'avais le titre anglais, oui, ça me fait penser à... En fait, c'est une logique de film de mise en place de maximum 10 minutes, et après, t'as cette espèce de... En fait, c'est un peu comme un capteur cardiaque. T'as un moment fort, quelques minutes de pause, un autre moment fort, quelques minutes de pause, un autre moment fort, et ça enchaîne comme ça tranquillement. Un peu, ouais. Donc là, c'est vraiment film festival, c'est-à-dire c'est vraiment une comédie d'horreur totalement décomplexée, avec des personnages qui sont tous désabusés, enfin les deux héros d'Antica sont complètement désabusés, qui ne voient le meurtre et le deuil que... Peut-être un petit synopsis. Donc, on a deux BFF. Je vais te tuer. Mais quoique ça correspond bien à l'esprit du film. Girly, #lol. On a deux BFF qui vont profiter des meurtres récents d'un serial killer pour kidnapper le serial killer en question, commettre des meurtres à sa place. Le perce-oreille. Commettre des meurtres à sa place pour attirer l'attention sur elle grâce à leur compte Insta Tragedy Girls, leur compte Twitter. Avec un S parce qu'on est deux. Voilà, c'est... Voilà. Pour faire le buzz. Voilà, d'où le titre Tué pour un like du coup. Ouais. Et donc c'est littéralement des deux meufs qui voient juste le meurtre et le deuil comme un moyen d'attirer l'attention sur elles. Ce qui fait que du coup rien n'a d'importance au final. Vraiment, à part le fait qu'elle se fasse démasquer, il n'y a vraiment rien de franchement grave. La mort, on s'en bat un peu les couilles. Et c'est peut-être l'aspect le plus regrettable du film. C'est-à-dire que rien n'est pris au sérieux, mais du coup le film lui-même ne se prend pas vraiment au sérieux. Je pense que t'as bien résumé dans rien n'a d'importance. Voilà. Tu penses que j'ai aimé ou pas? Non. J'ai pas détesté, en plus j'ai pas détesté. Mais ah oui, et surtout, pour aller avec l'aspect film de festival, c'est blindé à mort de refs au cinéma d'horreur. Ah ouais, c'est pas peu dire. Hein. On a dit les noms des personnages, mais déjà ça en cite énormément, ne serait-ce que vocalement. Pour la discussion entre... Si vous êtes allergique au cinéma de Kevin Williamson, c'est ça, mais à potard à 15 à peu près. Hein, voilà, c'est vraiment la discussion entre Negasonic et Jack Quaid, où c'est ah tiens, on a qu'à regarder machin. On a qu'à regarder Carrie, oh non, je préfère Christine, ah mais t'es sûr que tu vas pas voir vendredi 13? Oh, trop bizarre. C'est vraiment cette scène dans l'épisode de Crost sur Gamer. Oui, c'est... Terminator Star Trek. Terminator Star Trek. Retour vers le futur. C'est vraiment juste... Zelda Metal Gear. Ça, tu te cites des références complètement gratuitement. Après, là, pour le coup, je trouve pas ça si énervant que ça, parce que comme le film ne se prend pas au sérieux, et... je lâche une taloche gratuite, mais contrairement au dernier script... dernier Scream, j'ai pas l'impression qu'il se place autrement que comme juste un espèce de petit bonbon de festival. Moi, je suis prêt à laisser passer ça. Là où normalement, c'est vraiment un truc, tu me connais, ça me... C'est instantané, je suis capable de quitter un film pour moins que ça. Hein, voilà. Bon, aléatoirement comme ça, il y a une scène avec une certaine boîte à livres qui est la maison Michael Myers, littéralement. Oui, bizarre l'ambiance. J'avoue, je l'ai vu, j'ai dû faire pause, et c'est un de mes potes qui a fait, mais attends, mais ça c'est... Je connais ça. Voilà. Il y a les étoiles en aluminium pour le bal de promo qui sont celles de Carrie. Il y a un moment un perso qui regarde la nuit noir vivant. Bon alors, il y a littéralement une scène qui copie Carrie en fait. Genre, oui. La fin c'est littéralement Carrie. Voilà. Mais il y a des rêves un peu plus niches, notamment leur premier meurtre. Elle porte des masques blancs. Les masques blancs viennent de Perdu dans New York de Jean Rollin. Ça je l'avais pas du tout. Alors je l'ai pas non plus, je l'ai eu en lisant les trivia. J'ai du coup vu Perdu dans New York de Jean Rollin. Et ça dure 50 minutes, c'est sur YouTube. C'est bien. Enfin, Jean Rollin quoi. Jean Rollin quoi. J'avais que vu le lac des morts vivants. Provisoire. Grand film, le lac des... Tout le monde dit ouais à Cannes, ouais, The Substance, Megalopolis, non, le lac des morts vivants les gars, le lac des morts vivants, ici on est en France. Je crois que, c'est pas le pire nanar de zombies que j'ai vu, le français je parle, parce que il y a... Devin Story. Deadline. Deadline c'est lequel celui-là?
Deadline, ça date de 2012. Je crois pas que je l'ai vu. Il y a une apocalypse zombie, ça se passe dans le sud de la France. Pas vu, j'ai pas vu. Et t'as notamment ce personnage qui s'appelle Jean-Paul. Ta gueule. Voilà, avec des répliques comme tes excuses, j'en ai rien à foutre. Et t'as vu ou pas La Nuit des Mortes Vivantes? Je l'ai vu. J'ai le Blu-ray Parce britannique. que qu'est-ce qui est mieux que des zombies? Des zombies à poil. Des zombies qui baisent. Et ce jour, t'es au courant de la... Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais il y aurait une cut X du film. Tu m'en as parlé, ouais. Ouais, et mon côté vicieux fait que je l'ai cherché. Non, je ne détaillerai pas le fruit de mes recherches. Ceux qui veulent chercheront. Mais en bon nanar de zombie, t'as aussi Zombie 3. Oui, celui de Bruno Mattei. Ouais. Qui est nul aussi, mais qui est très drôle. Alors, le 3 est officiellement signé par Fulci. Oui, mais c'est Bruno Mattei qui l'a fait. Fulci, il est mort 2 mois. Quoi. Et le 4, c'est Mattei. Ouais, mais Zombie 2... Et même si je peux pas m'empêcher de me dire que Zombie 2, enfin du coup l'enfer des zombies, il y a quand même une scène Ou un zombie t'atteint d'un requin. où un zombie fracasse un requin, mais le film est merveilleux, mais il y a quand même une scène où un zombie fracasse un requin. Quoi. Et vraiment, il le fracasse, hein, c'est vraiment genre le requin il avait aucune chance. Quoi. Et ouais, vas-y. Mais non, bah, on a dit ça, on a un peu tout dit, c'est-à-dire que ouais, l'ambiance c'est... Bah c'est juste... Tu l'as vu? C'est vraiment un film qui me donne des coups de coude pour me dire hey, j'ai un peu les mêmes rêves que toi. Mais on a signé pour ça. Je suis étonné que t'aies pas parlé du côté slasher du film. Bah parce que ça slash pas tant. Ouais, mais ça se lâche pas si mal. Oui. Parce que les quelques meurtres qu'il y a sont quand même raisonnablement gore. C'est vrai, mais ça reste... il y en a pas des masses non plus, tu vois. Ouais, mais pour le coup... Alors, j'ai pas détesté, contrairement à ce que j'attendais. Moi, j'ai eu 2 gros défauts que je donne au film, comme ça après je vais quand même tout de suite sur le positif. Je trouve la fin horrible. Je trouve la fin vraiment cynique, mais vraiment dégueulasse. Parce que comme tu dis, comme rien n'a d'importance, il y a un côté... En fait, ça se voudrait petit malin du style, t'as vu, elles s'en sortent. Oui, spoiler, elles s'en sortent. Même s'il y a très peu de doutes sur ça, hein, quand même, dans le film. Et en même temps, bah... Comme le film prend jamais de recul, il y a quand même un côté un peu dramatique de se dire mais qu'est-ce que je viens de voir, enfin, c'est quand même un peu border. Et en même temps, il y a plein de moments dans le film où je me dis ah là, on y va, notamment la fin. Et je trouve la scène de fin, qui est globalement vraiment une copie de Carrie, un peu nulle en fait. Parce que j'aurais aimé plus de générosité, plus de... qu'on lâche vraiment les chiens, et j'ai pas ça dans le film. Maintenant, à côté de ça, je peux pas nier, alors... J'avoue, j'ai vu l'actrice de Deadpool, je me suis d'abord dit que ça allait vraiment pas être possible. Parce que moi, alors je sais, Deadpool, on a des avis mitigés, mais alors moi, Deadpool, non. Et elle, dedans, non. Et là, le film partait vraiment pas bien. Parce qu'en plus, je voyais venir le côté, t'as vu, on est trop jeunes, on est trop cool. Et en plus, à un moment, il y a une scène en animation et tout, je me dis, ah putain, c'est tous les gimmicks que je déteste. Mais il y a une scène qui pour moi a changé, et c'est même pas une blague, la scène avec Josh Hutcherson, où en fait, alors... Vraiment, cette scène m'a fait beaucoup rire parce que c'est le cliché de l'espèce de mal alpha, mais le mal sombre et ténébreux, où littéralement sa sonnerie de téléphone, cette espèce de mélodie à la guitare, qui est une musique de fond. Normalement, il y a un gag assez marrant sur ça, où littéralement toutes ses répliques c'est ouais, je dois me trouver, et je suis perdu, et tu sais, ça m'a pas mal affecté. Et enfin, vraiment, c'est une scène qui m'a beaucoup fait rire. Et en fait, j'ai été rattrapé par déjà le fait que le film est quand même plutôt gore pour un film de ce type-là, c'est-à-dire que t'as quand même de la tête tranchée, t'as quand même du crâne arraché, enfin ça y va quand même assez généreusement. Et le fait, comme tu as dit, le film ne se prend pas pour plus qu'il n'est. C'est-à-dire que je pense que si le film avait fait autre chose que juste des refs un peu à la con, ça m'aurait vraiment énervé, du style t'as vu, ce plan-là, à la limite, la seule scène qui m'énerve, c'est Carrie, où vraiment c'est littéralement pareil. Le problème, c'est que Tyler McIntyre n'est pas Brian De Palma, un dommage pour lui. Et dommage pour moi aussi d'ailleurs. Et ça fait que, alors la scène de fin, si vous avez toujours rêvé de voir Carrie, mais de l'extérieur de la salle, voilà, sans split screen, donc c'est-à-dire sans mise en scène, vous avez ce film. Et non, en fait, c'est un film qui est plutôt bonbon, pas désagréable, mais où j'ai du mal à aller au-delà de oui, pourquoi pas, d'autant plus que le cœur du film, c'est censé être la relation entre les deux. Je la trouve pas terrible, la relation entre les deux, parce que, quand elles sont potes, je me dis pourquoi pas, mais quand elles s'embrouillent, j'y crois jamais. Alors quand elles se réconcilient, c'est vraiment le pouvoir de l'amour. Yeah. Le pouvoir de l'amour et du meurtre. Tu fais pas sûr. Non, c'est pour ça Tragedy Girl, je pouvais... c'est pas désagréable, mais en même temps, est-ce que ça va plus loin que film de festival ? Ce qui est déjà très bien, c'est déjà très bien que le film soit pas énervant vu ce qu'il est, soyons clairs. Mais
Voilà, j'aurais bien aimé alors déjà un peu plus de générosité, et Ouais, un peu plus de meurtre et un peu plus trash. plus de sérieux, on va dire, dans son approche. Pas de sérieux, mais pas de prétention. Et là est la nuance. Ça, parce qu'en fait, là, c'est un peu... C'est Souviens-toi l'été dernier 1 mélangé à Scream 5. Alors, en mieux, dans les deux cas, mais l'idée est là, quand même. L'idée est là. Comme t'as dit, c'est pas prétentieux, quoi. C'est pas un film qui se veut comme une sorte de grande critique sur l'état du cinéma d'horreur actuel. Non, il en aurait pas été capable. Ouais. Il en aurait vraiment pas été capable. Mais même si... Il y a aussi une autre scène je viens de penser qui me fait rire, rapidement. La scène à la salle de sport. On out qui meurt dans cette scène? Oui, bon, j'ai déjà noté que Josh Hutcherson... Alors, la mort de Josh Hutcherson, pour le coup, faut pas la raconter. Mais elle est hyper drôle. Vraiment. Parce qu'il y a vraiment le côté... Avec une petite touche de nécrophilie un peu... un peu surprenante. Oui. On peut dire surprenante, je pense, mais très amusante. Et dans la scène de la salle de bal, si tu veux la raconter rapidement... Du coup, Craig Robinson... Doug Judy. Voilà, on va l'appeler Doug Judy. Donc le plan, c'est que Michaela va aller draguer Doug Judy. Draguer de façon... Si certains ont vu Belle de jour avec Liv Tyler, bah on est à peu près sur ce niveau-là en termes de subtilité. C'est vraiment la caméra se frotte, quoi. C'est waouh. Sauf que elle va essayer de le buter, mais qu'est-ce qui se passe quand une meuf taillée comme une brindille et une autre meuf taillée comme une brindille s'attaquent à un colosse, hein, littéralement. Dans le film, le mec il est sapeur-pompier volontaire. Ouais, est-ce qu'il est et je pense que la salle de sport, je pense qu'il a des actions dans sa salle de sport. Vraiment. Même si, à un moment, ils essaient de nous faire croire qu'il est pas très musclé, et le côté ouais, je démarre et tout ça. Non, tu ne démarres pas. Sauf que du coup, c'est un meurtre super long, super laborieux, où elles galèrent toutes les deux. Et... qui se termine bien. De façon sympathique, tranchante. Vraiment, c'est un film sympa, mais c'est un film... En fait, un peu comme les Son of the Evil, il faut faire venir des gens et leur montrer le côté juste assieds-toi, prends une bière, une pizza, vas-y, mets-toi bien, pizza ananas parce que c'est bon, et vas-y, fonce, tu verras, ça va bien se passer tout droit. Et non, pour le coup, c'est petit bonbon de festival qui m'a un peu rappelé ce film que t'avais choisi dans un autre épisode, c'est l'épisode flashback, avec la fille et la mère. Oh, il y en a plusieurs. Final Girls. Oui, Final Girls. En termes de... Alors, je trouvais Final Girls mieux, dans mes souvenirs. Je me souviens d'un film un peu plus complet, un peu plus tenu, notamment sur l'écriture. Ouais. Et qui, en plus, le Final Girls était lead par... Thaïs Farmiga. Thaïs Farmiga, j'allais dire Maria Bakalova, mais à chaque fois je confonds les deux. Je vous jure, elles se ressemblent. Mais... Et donc, je trouvais le Final Girls plus tenu, mais quelque part en termes d'ambiance et le côté festif, ça me rappelle un peu ça, et Better Watch Out, évidemment, qui je pense est la référence dans le domaine, dans le côté oh le petit con. Même si en fait, Better Watch Out, si tu réfléchis bien, j'avais dit dans l'épisode, si je dis pas de bêtises, dans l'épisode de Noël, j'aurais bien aimé un truc un peu plus gore. En fait, si tu réfléchis bien, Better Watch Out plus gore s'appelle À l'intérieur. De loin. Oui. De loin, mais il y a de ça. Ok. Flashback, on voit l'épisode où tu veux mourir. Oh mon dieu, quel film à l'intérieur, quel film. T'as vu Le Mangeur d'âme? Non. Ouais, et là, il est plus en salle. C'était pas... si je fais une chronique rapide, c'est un téléfilm. Enfin, c'est vraiment un téléfilm. Il y a un peu de viande sur les murs, il y a un peu de misanthropie, on voit que les personnages sont globalement tous un peu pourris. Mais c'est... J'arrive pas à savoir si je le préfère à Candy Shah ou à The Deep House. Mais le problème, c'est que là, l'enchaînement The Deep House, Candy Shah, Mangeur d'âme, ça commence à faire un vrai bottom 3 en fait, qui est vraiment pas bien. Ouais, puis il y avait Leatherface juste avant aussi. Ouais, mais Leatherface c'était plus rigolo quand même. Un peu. Bah en fait, on va pas faire l'épisode, mais Deep House avait son concept pour lui. Candy Shah avait... Ouais. Et Leatherface, il a pour lui d'être vraiment dégueu et de vraiment revenir à... On va dire l'essence de Massacre à la tronçonneuse, le côté vraiment craspec avec la scène de triolisme et tout ça quoi. Ouais. Là où Mangeur d'âme, il a pour lui... Pas grand chose éventuellement, de très beaux paysages. Mais bon, la forêt, t'as un bon chef-op et c'est fini. Donc bref. C'est ça, le film suivant d'ailleurs. Le film suivant, c'est à moi. Attends, juste vas-y. Petit point physique vite fait. Oui, bien sûr. Tragedy Girls sorti en Blu-ray aux US, Canada, Finlande et Norvège. Ah ouais, pas en Allemagne, dommage. Pas le pays de la saucisse. Et Lesson of the Evil. Allez. Si lui, il est forcément sorti en Allemagne. C'est parce que Lesson of the Evil, pour le coup, alors, précisons, aucun des films qu'on a n'est trouvable, n'est physique ou plateforme. En France, aucun. Ouais, en France, aucun. On a mis un point d'honneur sur ça.
Resident Evil est sorti en Blu-ray au Japon, en Corée du Sud, aux États-Unis, Dis-le, à allez. Hong Kong Allez, dis-le. et en Allemagne. Voilà. Et d'ailleurs, pour le coup, je trouve la jaquette où le héros a le fusil à pompe très belle. Je trouve la jaquette de base un peu nulle. Voilà, bah celle du Blu-ray allemand. Britannique. Britannique, pardon. Très très belle. Et pour le coup, vraiment, voyez ce film, c'est une petite pépite. Et on passe au film d'après. On passe à Pyewacket. Alors, Pyewacket, ça va être un peu sensible pour moi. Si je puis l'introduire sous ses titres alternatifs. Bien sûr. Pyewacket, alors il en a plein en plus. Sacrée sorcière. C'est magnifique. Si ça vaut tellement. Pyewacket et Magie Noire au Québec. Oh. Pyewacket Entité Maléfique au Brésil. Non, c'est genre Pyewacket 2 points, entité maléfique. Ouais. Oh, bon. Pyewacket Malédiction Mortelle en Allemagne. Et alors là, on enlève les Pyewacket. Sorcière Noire au Japon. Evil Ritual en Malaisie. Esprit du Mal au Mexique. Âme Sœur en Russie et Mauvais Esprit en Ukraine. Ce qui me fait rire, c'est qu'aucun des titres ne correspond au film. Genre Pyewacket, c'était bien, tu vois. Alors, Pyewacket, c'est un film... Si. Le titre japonais, Sorcière Noire. Ouais, vite fait. Vite fait. En fait, Pyewacket, c'est un film qui va être un peu compliqué pour moi parce qu'en fait, je l'avais revu à l'époque, on va dire, au moment de sa sortie, et depuis, on va dire, j'ai la joie. On va dire, la vie a avancé, et j'ai vécu plusieurs événements qui font qu'aujourd'hui, on va dire, le film prend une tournure assez particulière. Je l'ai revu 5 fois en 3 semaines. Vraiment, Ouais. où je voulais le revoir, le retravailler, etc. Alors, il est réalisé par Adam McDonald. Alors, au-delà d'avoir un nom très rigolo, ça a d'abord été un acteur de films, de séries et de téléfilms. Il a 2 films, Pyewacket et Backcountry. Alors, Backcountry, c'est un film qui est sorti en 2014, qui est un film plutôt sympa. Une attaque d'ours dans la nature qui était plutôt amusant, film d'attaque animale assez classique. La photo, c'est Christian Biels. Alors, il a fait la photo de Backcountry. Il a aussi... exactement. Alors, mais il a aussi fait des films incroyables et qui ont marqué le cinéma, comme Christmas by Design ou Noël Next Door. Des films de Noël classiques. À la musique, on a Lee Malia. Alors quand je parlais de Bring Me the Horizon, c'est parce que c'est le guitariste du groupe, tout simplement, qui a composé la musique. Même si, bon, c'est pas ça qui va le plus marquer. Même s'il y a des petits morceaux dans la BO qui sont très sympathiques. Alors pour le synopsis, alors il est aussi de moi, à nouveau, synopsis nul, ne m'en veuillez pas. Léa est une jeune adolescente dont la vie se résume à ses amis, sa musique et son intérêt pour l'occulte. Elle est évidemment métalleuse. Le jour où sa mère, profondément marquée par la mort du père de Léa, décide de déménager, Léa réagit très violemment, et suite à une dispute très agitée avec sa mère, va dans la forêt pour effectuer un rituel avec la volonté de tuer sa mère. Alors, avant de démarrer par le mien, Roman, qu'as-tu pensé de Pyewacket ? Parce que moi, c'est vraiment un film c'est un film qui... Je vais pas dire que c'est un de mes films préférés, parce qu'il a évidemment des défauts, à commencer par son simple statut de film ultra indépendant. C'est vraiment, là, c'est... Le cliché du film indépendant d'horreur, c'est lui, voilà. Mais... il a des résonances et des points auxquels je suis vraiment très attaché. On a vu avec les Son of the Evil. Il faut du rythme. J'ai un peu du mal avec les slow burn. Ah bah là, c'est pire que slow burn parce que t'as même pas de burn, c'est juste slow. C'est ça. Oh, ça burn un peu à la fin. Ah bah, littéralement. Mais, alors bon, là, on a une mise en scène qui est, pour le coup, très poétique. Qui est vraiment... Les plans dans la forêt, là, en début. Ouais. Mais après, la forêt canadienne, c'est beau. Ah ouais. C'est vraiment poétique, vraiment juste enivrant, envoûtant. On est vraiment embarqué là-dedans. Envoûtant, je lis. Et merci. Ça se travaille, hein. C'est un métier. Et pour le coup, on avait des héroïnes avec des tourments qui sont assez compréhensibles au final. Ça reste une ado avec ses problèmes et avec surtout une mère qui soit ne les comprend pas, soit fait exprès de ne pas comprendre les problèmes de sa fille. Et alors bon, c'est bien beau. Et tu t'es emmerdé. Un peu. Alors, franchement... Il fait 1h30 après, hein. Oui. Vraiment, il est rapide. Alors franchement, je m'attendais à m'emmerder un peu plus, honnêtement. Et je vous perds mon plaisir. Franchement, j'aime bien le film. Franchement. Mais ouais, j'avais un peu des relents de Samhain. Oh non, c'était pas bien ça, Samhain. Non, c'était le truc. You Are My Mother. Oh, c'était pas bien ça. Avec le vieux plagiat de Candyman à la fin. Ouais. C'était pas... Non, Samhain, j'avais détesté. Vraiment, c'était pas bien. Bah, pour le coup, c'est pas bien, parce que c'est beaucoup moins bien que ça. Enfin, c'est beaucoup moins bien que Pyewacket. Mais en termes de rythme, je vois ce que tu Mais veux en dire. termes de rythme, il y a un peu la même ambiance aussi de... Un peu lancinant, tu sais pas si c'est fantastique ou pas au début. Ouais, puis la daronne aussi, tout ça. Ok. Il y avait un peu des relents de ça, mais du coup, en remplaçant le Canada par l'Irlande. Ouais. Mais ouais, après, ouais, pas grand chose à dire. Franchement, si vous cherchez juste un film, on pourrait limite qualifier ça de folk horror.
C'est de la folk horror. C'est complètement folk horror. C'est complètement folk horror, mais... Ça va pas à fond dedans parce que ça n'a pas le budget, mais c'est en termes de cadre, d'origine, de narration, c'est complètement folk horror. Oui, après c'est du folklore... Après j'ai du mal à considérer folk horror des trucs dont le folklore est quand même assez proche de, dire. Ah, ok, je sais. Pour moi, la folk horror doit être dépaysante, la campagne canadienne... Tu veux t'es en train de me dire que le film d'après est folk horror? En termes de dépaysement, il y a des éléments. Il y a des éléments. Après, je pense que le film n'est pas pensé comme du folk horror. Vraiment pas. Voilà. Je pense qu'il est pensé comme ils veulent défendre. Bref, on y va après. On verra. Mais ouais, il y a des relents de folk horror pour le coup. Et juste si vous voulez, vraiment un film sur la psyché, sur les relations mère-fille qui peuvent être tendues, compliquées. Ouais, alors, sur... Allez-y, franchement c'est honnêtement du bel ouvrage. Après si vous êtes des bandeurs de rythme comme moi, nope. C'est voilà. Si vous avez besoin de The Raid, c'est pas ça. Alors, comment dire, je vais faire très simple, je pense que ça s'est vu, que ce soit en story, en ce que tu veux. À la base, je suis métalleux, vraiment. Et moi, les représentations des métalleux au cinéma, on a souvent souffert. On a vraiment souvent souffert jusqu'à Deathgasm. On a vraiment souvent souffert. Jusqu'à Devil Candy. Oui, mais Devil Candy, c'est pas le cœur, on va dire, c'est plus à côté. Oui. Là où Deathgasm, c'était vraiment ça, et Pyewacket, c'est la première fois que je vois, alors sans trop en dire, mais un personnage métalleux, et à nouveau intéressé par l'occulte, etc., bref, auquel je m'identifie énormément, vraiment, d'autant plus qu'à nouveau, il y a certains échos avec ma vie personnelle, et ce qui transpire pour moi dans Pyewacket, alors paradoxalement d'ailleurs, pour une fois, j'ai loin d'avoir les films. Alors, en fait, d'habitude j'aime bien les films de gros bourrins ou les films vraiment bizarres. Alors là, j'ai 2 films bourrins et j'ai celui-là. En fait, on est presque plus proche de Lake Mungo où en fait, avant d'être un film fantastique, parce que vraiment là, sur 1h30, t'as 1h10 sans aucun élément fantastique. Genre vraiment pas. Ou de l'ambiguïté. Oui, ouais, une ambiguïté. Et d'ailleurs, je trouve que c'est plutôt bien mené. Mais c'est un film qui va justement s'attarder sur ce que c'est que d'être adolescent en dessinant 2 personnages, donc Léa et la mère. Alors, par ailleurs, la mère est jouée par Laurie Holden, alors c'est Sibyl dans Silent Hill, la policière. Ok. Et c'est, pour ceux qui ont vu The Walking Dead, c'est Andrea, si je dis pas de bêtises sur le nom de son personnage. Et donc, face à elle, il y a Nicole Munoz, alors, qui est une actrice hispanique, qui n'a joué dans rien d'autre, à part, pour les fracassés du cerveau, A Score to Settle avec Nicolas Cage, un des pires DTV avec Nicolas Cage, c'est dire. Mais il y a quand même un certain maître étalon pour Nicolas Cage. Ah ouais, Nicolas Cage post 2010, tu y vas à la pelle à caca et là tu remues, hein. C'est vraiment... Tokarev, 12 heures... Between Worlds. Non, ça c'est bien ça. Non, Between Worlds c'est légendaire. Non, Between Worlds c'est... Nicolas Cage qui saillit une jeune femme en gardant une casquette, en lisant un bouquin qui s'appelle Mémoire de Nicolas Cage. C'est... La scène du lavage de moto. Légendaire. Il y a un monde où ça devient ma prochaine photo de profil. Il y a un monde où... Mais Between Worlds, c'est comme des Son of the Evil. Tu dis, attends, bouge pas, je te mets un truc, tu l'as jamais vu, je te le montre. Et tu laisses. Between Worlds, au début, vraiment, j'ai lancé, je me suis dit, mais ça joue comme un porno, ça baisse pas, et après ça baise. Et... j'ai un DVD de Willy's Wonderland. Ok. Il y a la bande-annonce dedans. Oh. Et juste pour ça, ce DVD est collector. Bref, et donc sur Pyewacket, je peux pas nier que c'est un film qui marche avant tout, enfin en tout cas pour moi, sur l'identification et sur l'écriture à nouveau, où ça va être un film qui va prendre le temps d'instaurer ses personnages, d'instaurer son ambiance et de poser 2 personnages où aucun des 2 n'a vraiment raison ou tort. C'est-à-dire qu'on peut entièrement comprendre la jeune fille, d'autant plus avec le côté adolescence, où il y a besoin entre guillemets, c'était pas il y a si longtemps que ça, on n'est pas si vieux que ça non plus, mais il y a vraiment une identification qui est très forte. Et à côté la mère, où tu peux dire qu'en même temps elle n'a pas foncièrement tort surtout, et avec cette réplique que je trouve terrassante, vraiment, où la mère dit à sa fille ton visage me rappelle ton père, j'aimerais que tu l'arraches. J'aimerais pouvoir arracher tout ça. Et c'est assez... Alors doucement sur certains points, et en fait le film va peu à peu amener le fantastique, et va amener le fantastique comme une espèce de manifestation de la colère de l'héroïne, vis-à-vis de la rancœur qu'elle peut éprouver vis-à-vis de sa mère, jusqu'à un final que je ne veux pas révéler. Mais qui a une scène choc qui, pour le coup, alors si on est dans l'ambiance, remue pas mal, et alors t'as déjà donné un petit indice sur ce qu'elle peut contenir, mais voilà. Et
C'est un film qui est, ne mentons pas, profondément nihiliste, malgré Ah bah tout, oui. sur pas mal de sujets. Et alors, si je devais donner quelques défauts, alors, la photo, je la trouve... En fait, c'est presque un espèce de coton noir. Je sais pas comment dire, mais il y a ce côté photo de film indépendant américain très cotonneux qui t'accueille, mais en même temps, tu sens qu'il y a un truc qui va pas. Tu sens qu'il y a un truc qui va pas, et tu sens qu'il y a quelque chose de malsain qui est dans l'air. Et c'est un film qui va évoluer sur cette ère, justement, en fait, cette sorte de croisement entre le projet Blair Witch... comment il s'appelait ce film de Jonah Hill? 90s. Ouais, 90s. mid-90s, c'est un espèce de croisement entre film indépendant sur la jeune de coming of age américain, film d'horreur en même temps. C'est pas un film qui fait vraiment peur, Non. mais c'est un film qui intrigue et qui justement a un don, je trouve, pour embarquer et pour vraiment tenir en haleine pendant son 1h30. Mais c'est un film qui marche, je ne peux pas le nier, avant tout vraiment sur l'identification, et un peu comme Ouvre les yeux, dont on avait parlé sur merveilleux épisode d'Espagne, sur ce chef-d'œuvre total qui Ouvre les yeux. C'est un film qui, pour moi, est assez dur à argumenter, autre que il fonctionne énormément sur moi. Ouvre les yeux fonctionnait sur l'émotion, celui-là fonctionne vraiment sur l'identification. Donc voilà, si vous êtes à nouveau, mettez-le, tournez vers l'occulte avec certains événements, ça peut vous parler. Et il y a une question que j'ai envie de te poser sur Pie Wacket, qui peut te faire rire. Alors, ça n'a rien à voir, mais est-ce que ça t'a pas rappelé, je crois que tu l'as vu, Merci Black? Alors, c'est bien mieux que Merci Black. Est-ce que ça t'a pas rappelé ça? Parce que moi, je peux pas dire Merci Black. c'était ce film, alors qu'il était complètement pourrave. Je l'avais vu sortir sur Shadows, je crois... Je sais plus si je l'ai vu en entier ou pas. Si, je l'ai vu en entier. Avec la fin dans la cave, là. Ah, c'est pas bien. C'était nul. C'est Et pas j'avoue que la photo peut rappeler Merci Black. Putain, maintenant que tu le dis. Tu vois, il y a un truc. Maintenant que tu le dis. Il y a un truc, et j'avoue que tu démarres le film, t'as ce flashback, tu te dis ah merde. Parce que moi, Merci Black, c'était vraiment nul. Ah ouais. C'était vraiment affreux. Mais non, vraiment sur. En plus, c'était dans les premières exclus Shadows. Ah, c'était, je me demande si c'était pas une de leurs exclus de lancement. Je suis pas sûr. Il y a moyen. Mais moi, je sais que c'était un des premiers films que j'ai vu sur la plateforme. Après Nightmare Cinema. Là, je l'avais vu. C'est chouette, Nightmare Cinema. Non, t'as un ou deux segments cool, mais t'as 5 segments quoi. Attends, t'as le segment de l'église qui est marrant. Ouais. C'est Kitamura, donc c'est toujours généreux. T'as le segment noir et blanc par David Slade qui est super. Attends. T'en as 3 autres après. Là. T'as le segment avec les zombies, le premier là, qui est pas mal. Ça fait 5 ans que j'ai pas vu le film, donc Ouais. Dans mes souvenirs, c'était pas si mal, mais moi je me rappelle surtout du Kitamura et du David Slade. Je l'avais eu en DVD sur un Mad Movies, celui-là, je me rappelle. Je crois que j'ai le même. Et je me rappelle encore d'une critique qui disait un film le film qui va détrôner Creepshow. Oula Tu fais oula, descends. À la limite, tu détrônes Creepshow 2. À la limite, tu vois, Ou 3. Putain, c'est vrai qu'il y en a 3, mon dieu. Mais le 3, c'est obscur. En fait, c'est une histoire de droit qu'ils ont récupéré. Et en fait, le 3, c'est pas vraiment le 3. C'est genre, ils avaient un autre film, ils ont racheté. Enfin bref, c'est compliqué. Mais bref, foncez sur Pie Wacket. Alors, il peut être un peu relou à trouver. Je précise. Sur des sites de téléchargement. Oui, alors, même là, il peut être un peu chiant à trouver. Voilà. Et à nouveau, par contre, c'est évidemment un ultra slow burn. Si je prends un petit peu de recul, je précise. Non, à nouveau, pendant 1h10, c'est de l'ambiguïté et c'est genre. On est sur un rythme proche de Ghost Story. C'est vraiment ultra slow burn. Mais c'est super. Petit point physique. Évidemment. Pas de disque en France. Non. Canada, États-Unis. Voilà, la même édition. Et 2 éditions en Allemagne. Voilà. Et pour le coup, je trouve l'affiche très belle, l'affiche de prière. Je la trouve vraiment magnifique. Ok, parce que la jaquette française, c'est. Non, celle-là, la jaquette. celle-là, elle est affreuse. Non, il y a une affiche, crucifixion, je crois que c'est un des disques allemands, si je dis pas de bêtises, mais où tu vois le personnage en train de prier. Il y a une jaquette avec une main ensanglantée. En train de prier sur. En tout cas, l'une des affiches du film possède le personnage en train de prier. Ok. Et alors, maintenant on passe au dernier, on va parler d'un uluberlu. On va parler de Timo Tjahjanto. Timo Tjahjanto, c'est un Indonésien proche de Gareth Evans, donc déjà il a tout mon amour, qui a démarré en faisant des films avec Kimo Stambol, qui est un autre réalisateur, qui a par ailleurs fait sa propre relecture d'Evil Dead, je vais en parler juste après. Sous le nom de Mo Brothers, alors ensemble ils ont fait Macabre, qui était un film, qui était une espèce de relecture de l'intérieur, très 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 bourrine, et qui était vraiment très cool. Ok. Killers, qui était très ambigu, vraiment assez intriguant, mais vraiment sympa aussi. Ils ont fait... Headshot, qui était leur proposition autour de The Raid, très imparfaite, mais grâce à qui on a eu The Night Comes For Us, donc c'est bien.
Et ensuite, ils ont tracé chacun leur carrière solo. Alors, Timo Giacinto aura eu un peu plus de succès avec à nouveau May the Devil Take You 1, May the Devil Take You 2, The Night Comes For Us, bientôt Shadow Strays sur Netflix. The Big Four. The Big Four plus récemment. Et Kim Ostambol, alors lui, sera un peu plus discret. Il aura fait un truc qui s'appelle Dread Out, que j'ai compris être une adaptation de jeu vidéo, mais j'avoue, c'est un peu chiant de trouver des infos sur ce film. Et il avait fait plus récemment Queen of Black Magic, que je te recommande très fortement, qui est un putain de film, qui est aussi une relecture d'Evil Dead. Parce que, oui, mais qui est aussi un remake d'un film des années 80, non? Et qui est super. Okay. Et c'est 60 même, 60-70, c'est vraiment un vieux film. Alors May the Devil Take You 2, alors c'est la suite de May the Devil Take You, logique, sorti en 2018, et il y a par ailleurs des plans pour un troisième, voire un quatrième. Alors May the Devil Take You, c'était quoi? C'était littéralement Evil Dead en Indonésie, où on suivait Alfie, donc jeune fille dont le père meurt, en tout cas elle est très malade et va mourir pendant le film, et va avec sa belle famille dans la maison possédée par son père pour essayer de voir s'il la vendent, s'il en faut quelque chose. Sachant que le film s'ouvre sur un rituel satanique du père. Oui, et il se retrouve en proie à des démons. C'était littéralement Evil Dead en Indonésie, mais c'était très sympa parce que ça arrivait à ne pas être un jeu. Alors c'était bourré de citations Evil Dead, c'était vraiment un dommage, mais ça ne singeait pas Evil Dead et ça mettait dedans des petites touches de culture indonésienne qui donnaient au film sa propre identité. Un peu à la manière de Wither. Wither en Suède, Norvège. Ouais, un des deux. Dans le nord. Scandinave, voilà, le Evil Dead scandinave. Et mais après May the Devil Take You 1, alors c'était évidemment très bien, avec plein de plans de caméra super, une scène à base de poupées vaudou que j'adore, une scène d'arrachage de visage de très bon goût, mais on va pas se mentir, il y avait des petits problèmes de rythme sur le milieu. Et il y avait quand même quelques défauts, notamment des petits manques de budget, etc. Mais The Devil Take You 2, c'est le 1 en mieux, où vraiment tout est mieux. Le rythme est mieux géré, il y a plus de budget, bigger, better, louder. Et alors, le long, plus grand et pas coupé. Ah, littéralement. Alors, pour l'histoire rapidement, donc ça se passe 2 ans après le 1, 2018-2020, où en fait Alfie est toujours victime de visions un peu étranges. Suède pour Wither. Suède, ok. Ikea. De visions un peu étranges, et suite à... un jour elle va se faire kidnapper et se faire emmener dans un ancien orphelinat abandonné par un groupe de plusieurs personnes qui lui expliquent que, étant donné qu'elle a survécu à un démon, elle peut les aider. C'est littéralement Evil Dead 2, c'est vraiment, on reprend les mêmes, on fait la même, on recommence. Alors, rapidement, donc Timo Giacinto, comme j'ai dit, alors pour décrire son style, c'est un espèce de frappadingue qui arrive toujours à mettre de l'ultra-violence dans ses films. Alors, il a fait The Night Comes For Us, qui est le film d'action le plus violent jamais fait, peut-être. En tout cas, j'ai pas vu plus bourrin depuis. J'ai pas vu plus bourrin tout court. Mais enfin, bourrin dans le sens, c'est vraiment cru. C'est uber gore. Voilà, c'est le gore est vraiment frontal. Dégueu. Et en plus mis en scène, mais d'une façon. Si vous êtes, en fait, c'est The Raid en encore plus violent. Après, le scénario est très imparfait, hein, vraiment. Je serais incapable de vous résumer l'histoire. Par contre. Alors, The Raid est légèrement mieux mis en scène. Quand même. Ah oui, je trouve The Raid beaucoup plus efficace. En fait, The Night Comes For Us, c'est un peu comme les scènes de Evil. Tout n'est pas maîtrisé, mais c'est d'une très 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 réjouissant. Et alors, il a aussi, donc, même quand on lui demande de faire une comédie familiale comme The Big Four, alors The Big Four c'est vraiment une comédie familiale un peu rigolote et tout ça, il y a de la tête explosée, du bras tranché, enfin, il adore foutre de la viande sur les murs. Alors, la photo du 1, mais The Devil Take You, était assurée par Batara Goenpar, qui avait bossé sur The Big Four, alors c'est pas sa plus belle photo, même si celle du 1 était très correcte. Alors, celle du 2, c'est assurée par Gunnar Nimpuno, alors il a entre autres fait les films de Regas Banutejas, donc Andralogie et Photocopieur, donc juste des films absolument sublimes. Modus Anomaly de Joko Anwar, qui est quand même sublime. J'ai le Blu-ray, faut que je le vois. Ritual en anglais. Et la photo de The Night Comes For Us. Joko Anwar qui avait fait aussi... Impetigore. Impetigore, voilà, oui, qui est génial. Et Red Thunder, ou Red Storm, l'un des deux, le film de super-héros qu'il avait fait. Qui était vraiment super. Et donc, il a fait, donc, on a le même chef-op que celui de The Night Comes For Us, et la photo de The Night Comes For Us était quand même vraiment, vraiment très belle. Alors... Et les Satan's Slave. Et Satan's Slave, Satan's Slave 1 et Satan's Slave Communion, qui étaient tout en haut, enfin dans les meilleurs films de l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Oui, que d'ailleurs il y avait que toi qui avais vu à l'époque, que j'ai rattrapé depuis. Et quel film! C'est très cool. L'ascenseur. Quand je dis qu'un film sait quoi faire de son immeuble. Franchement, je crois que ma scène préférée, c'est t'as un personnage qui rentre dans un des appartements. T'as flippé? Et tu as 2 cadavres allongés au sol. Faut pas trop développer. Voilà, j'en dirai pas plus, mais... T'as flippé? Oui. T'as vu le 1 de Satan's Slave? Oui. Qui était aussi bien... Je le trouve
Attends, il y a des scènes, t'es choquante quand même dans le 1. Ouais, mais je trouve le 2 largement meilleur. Ah oui, sans hésiter. Alors, Maze of Evil Take You 2, c'est donc, comme je dis, c'est littéralement une relecture d'Evil Dead, avec un côté vraiment hyper généreux. Alors, à nouveau, si vous voulez du démon qui fait de la grimace, il y en a. Si vous voulez du visage qui se fait arracher la gueule, il y en a. Si vous voulez des plans de caméra un peu barges, genre un POV de livre, il y en a. Si vous voulez du démon qui se fait éclater au tuyau de métal, il y en a. Roman, toi qui es fan d'Evil Dead, vas-y. D'autant plus que je trouve qu'il se rapproche de Evil Dead 2, mais avec un ton plus proche du remake de Fede Alvarez. Le côté vraiment ultra cruel. Je trouve qu'il y a un bon mélange des deux. Alors... Et je maintiens qu'il y a un plan du film qui a littéralement inspiré, voire qui s'est fait plagier par Evil Dead Rise. Le plan de... qui a inspiré le plan de Judas de Evil Dead Rise. Okay. Et t'as le même plan ultra focal à travers la porte. Alors, je vais parler un peu du 1, comme tu l'as fait. Oui, bien sûr. Le 1, c'est le Evil Dead de Rémi. Avec... Evil Dead 1, précisément. Oui, le Evil Dead 1 de Rémi. Plus gore. Même si, le 1, le revoyant, je trouvais qu'il se retenait un petit peu. Ouais, ça reste trash, en fait c'est sale, mais c'est pas... Le 2 est un peu plus gore, même si à nouveau... En fait le problème c'est que je ramène toujours tout à The Night Comes For Us. Mais sinon le film est gore, mais en fait The Night Comes For Us c'est tellement... Ouais. En fait le film en devient fantastique parce que juste, c'est pas normal d'avoir autant de sang dans le corps. C'est vraiment... Tapez The Night Comes For Us, scène hangar, vous comprendrez. Ou Pool Seed, voilà la scène du billard. Vous comprendrez. Oui. Il y avait crâne, il y a plus crâne. Et donc c'est le Evil Dead 1 de Rémi, plus gore, plus brutal, plus nerveux. Un peu plus flippant. Ah oui, le 1 fait peur. Et le 2 aussi, il y a quelques jumpscares dans le 2. Ouais. Et donc, Night of the Devil Take You 2, c'est le 1, qui est, je trouve, légèrement moins flippant, un peu moins flippant que le 1. Il y a un jumpscare qui, moi, me... Il y a le jumpscare de premier. Là. Voilà. Mais sinon, tous les potards sont poussés à 11. Et putain. Oh putain. Bah, moi, ce que j'aime bien en plus, c'est que le film approche une espèce de logique de cauchemar, où en fait, tu te retrouves avec, littéralement, quelque chose presque comme à la Insidious. Alors, pour le coup... Ne nous mentons pas, Giacinto est quelqu'un qui est très influencé par le cinéma américain, c'est aussi peut-être pour ça que ça rend son cinéma aussi accessible. Mais pour autant, il n'oublie jamais de mettre une vraie ADN indonésienne dans ses films. Et pour le coup, il y a toute une partie vers la fin du film qui dure à peu près 20-25 minutes, qui moi m'a rappelé, alors je sais pas si c'est ça ou pas, mais quelque part la fin de Conjuring 1, quand il est dans, comment ça s'appelle déjà, Outer Worlds, Other Side Tu veux dire la fin d'Insidious 1 D'Insidious 1, pardon. Le lointain. J'avais dit quoi Conjuring. Non, le lointain, où en fait, pendant quelques minutes, Alfie se retrouve vraiment dans un autre monde, où littéralement tout devient possibilité de cauchemar. Et il y a quelques plans vraiment bien flippants. D'autant plus, avantage par ailleurs du 2 par rapport au 1. Dans le 1, je crois que le body count n'est pas si élevé que ça. Genre 4 ou 5 personnes, je crois. Ouais, parce qu'il y a moins de gens, tout simplement. Voilà, dans le 2, quand le film démarre et tu vois qu'il y a 8 pélos random, tu sais que tu vas bien t'amuser. Et en revanche, je viens de penser, je trouve la fin du 2 vraiment nulle. Je trouve le twist de fin nul. Enfin, pour moi, ça fait pas sens, c'est un peu opportuniste et c'est vraiment facile en fait. Et je trouve ça vraiment pas bien, le twist de fin. Ne le révélons pas parce que j'ai perdu du temps en le voyant, je laisserai des gens perdre le temps en le voyant, mais c'est en 2-3 minutes. Mais ça peut... Et pour le coup, j'aime beaucoup le dernier effet gore du film. L'espèce d'accouchement. Ah oui. Voilà, bref, vas-y. Les The Devil Take You 2. Voilà, alors juste, je rebondis juste sur le plagiat de Insidious. Enfin, pas le plagiat, mais l'inspiration, il plagie jamais, je trouve. Il s'en inspire toujours beaucoup, il cite, mais je trouve pas qu'il plagie. Il y a 2 films indonésiens qui plagient ouvertement Insidious, un des deux. Kuntilanak. Non, Kuntilanak, c'est plus Conjuring, je trouve. Ouais, mais c'est pas bien. Quoique le 3 est bien, je trouve le 3 est c'est The Third Eye. Oui. C'est pas... Non, bah c'est pas bien. Mais attends, The Third Eye, c'est pas dans la saga The Eye Non, pas du tout. Ok, pas du tout, parce que The Eye, c'est thaïlandais, je crois. C'est les frères Pang, c'est Sinon Krung. Non, je suis à peu près sûr que non, c'est Sinon Krung. Ah ok, The Eye. Ouais. Ok, bah j'aurais joué, parce que je sais que les frères Pang, à la base, il me semble qu'ils sont thaïlandais. Y a moyen, ou taïwanais peut-être. Bon, bref, de toute façon. Donc Third Eye, ouais, et l'autre Et le 2, du coup. Le Third Eye 2. Je crois que j'ai vu le 1, mais je suis pas sûr d'avoir vu le 2. Ah bah c'est pas bien. Voilà, mais si vous voulez les plages indonésiens, allez vers les films de comment ça s'appelle, Rocky Soraya. Ah, le mec qui a fait la poupée là. Ouais, The Doll. The Doll, ah putain, Robert, la poupée Robert. Non, mais c'était même pas celui-là, c'était... Mais The Doll, c'est un spin-off de Robert, je crois.
Je suis à peu près sûr de ce que je dis. Je vérifie, je te laisse continuer. Vérifie. Mais là, donc, les potards à 11 pour Resident Evil TQ2, c'est-à-dire, c'est plus brutal encore que le 1, plus trash, plus gore, plus cathartique, on en revient au même mot que pour la Resident Evil. Mais putain, c'est violent. Et j'aime ça. My bad, j'ai confondu The Doll Et Sabrina. n'est pas lié. Voilà. En revanche, Sabrina est liée à The Doll. Ouais, et alors j'ai souvent cru que c'était The Doll 3, mais il y a un The Doll 3. Il y a un The Doll 3 et Sabrina, c'est. Dans mes souvenirs, c'est mieux que The Doll quand même. Pour moi, Le monstre avait un petit peu plus de gueule. Pour moi, c'est vraiment tout le fond du panier de Yadé. Ah, mais non, mais pour le coup, c'est vraiment des vieux plagiats. Et en fait, le pire, c'est que The Doll 2, je crois, va plagier, si je dis pas de bêtises, un peu The Boy. Mais du coup, c'est-à-dire qu'il plagie un film déjà nul. Donc ça fait un résultat qui est juste catastrophique en fait, tout simplement. Et pour le coup, sur Resident Evil TQ2. Ses propos sur The Boy ne regardent que lui. Non, arrête, non, The Boy, c'est pas bien. C'est sympa. Non, mais c'est pas bien. Non, déjà, The Boy 2, c'est poubelle. Ah, ça oui, ça, bien sûr. Comment il s'appelle déjà son réal, là, le salopard Celui qui avait fait Esther 2. Ouais, y a pas Brett. Non, Brett Easton Ellis, c'est un super auteur. Non, mais vraiment, non, mais The Boy, c'est pas bien. The Boy, c'est vraiment pas bien. Je veux dire, The Boy, c'est littéralement. William Brent Bell, putain. Qui avait fait Stay Alive. Non, bah, tout est dit, je veux dire. Non, mais qui avait fait Stay Alive, qui a fait Esther 2, qui a fait The Boy 2, qui a fait Devil Inside, qui a fait Séparation, enfin. Ce mec n'a rien fait de bien. Ce mec, c'est le Jeff Wadlow du cinéma d'horreur. Ne laissez pas une caméra à cet homme. Et vraiment. Jeff Wadlow qui est déjà du cinéma d'horreur. Non, mais t'as vu Imaginary? Pas encore. Putain, mais de toute façon, il passe plus là. Ah, je sais, mais. Quel dommage. Pourquoi tu dis pas encore? Alors pourquoi tu irais t'infliger ça? Mais arrête, tu te fais du mal. Non, mais vraiment, bref, s'il vous plaît, arrêtez vos carrières. Non, mais bref. Mais The Devil TQ2, il y a un côté authentique roller coaster. Parce que pour le coup, au-delà du fait que le film, je trouve, fait vraiment assez peur, à certains moments, même si moins que le 1, ça me rappelle cette logique un peu à la James Wan de. Ok, le scénar est pas forcément toujours dingue, mais t'inquiète, monte, tu verras, ça va être super. Et en ce sens, il se rapproche presque un peu, de Malignan. Le M-word a été prononcé. Mais je trouve qu'il y a cette logique de, le scénar est pas dingue, vraiment. Ouais. Mais t'inquiète pas, on va faire plein de trucs un peu à la con, et tu verras, ça va être hyper drôle. Ouais, mais il est beaucoup... Beaucoup plus premier degré que Malignan. Oui, beaucoup moins teubé surtout. Ouais, c'est vrai que Malignan, c'est quand même un... C'est quand même un sacré sommet en fait, ouais. Non, on est plus proche d'Insidious, dans le sens où... Insidious 2 alors. Un peu. Insidious 2... Ah oui, c'est vrai que c'est le 2. Attends, tu dis ouais. Insidious 2, c'est vraiment pour moi le... En fait, Insidious 1, je trouve, se tient. Parce que Insidious 1, c'était encore écrit par les Whannell, je crois. Oui, parce que je crois que c'est le dernier où ils bossent ensemble. Parce que pour moi, Insidious 2, t'arrives vraiment dans le début du... Non, je crois que c'est Insidious 2, du coup, le dernier où ils bossent ensemble. Bah, pour moi, Insidious 2, c'est vraiment le début de... Un peu à la logique de... Alors, je crois que c'est avant, mais un peu la même logique que Dead Silence. Dead Silence, c'était avant, ouais. Ce côté laboratoire d'expérience où le scénario ne tient pas forcément la route, mais à côté de ça, on va tester plein de trucs. Que ce soit sur la mise en scène, sur l'imagerie horrifique qu'on va employer, on va tester plein de trucs et tu verras, ça passe. Et là, bah, Maze the Devil TQ2, il y a un peu ça de... Le scénar, c'est vraiment Evil Dead 2, ils s'en cachent même pas. Mais t'inquiète pas, on va te foutre des POV un peu débiles, on va te faire des démons qui sautent au mur, on va te faire un démon qui s'accroche à une porte et qui la défonce comme si c'était un bélier du GIGN. Enfin, vraiment, ça devient presque fascinant, je trouve. Et vraiment, la carrière de Giacinto, moi, ça me fascine, d'autant plus que Kimo Stamboul a fait, comme je dis, son propre Evil Dead avec Queen of Black Magic, qui est beaucoup plus gore. Vraiment, Queen of Black Magic est vraiment dégueu et a une démarche, alors, est moins foufou sur la mise en scène, même si ça reste vraiment du très très haut standing. Et Queen of Black Magic, je trouve, amène un côté crasseux que Maze Devil TQ2 remplace par un côté malsain. C'est ça qui fait la nuance entre les deux. Et alors, Queen of Black Magic, foncez, c'est un super film. Et Kimo Stamboul, si je dis pas de bêtises, récemment il a fait plusieurs films, genre 3 sur les 3 années de suite, qu'il faut vraiment que je rattrape. Okay. Mais bref, voilà, Maze Devil TQ2 et Timo Giacinto en général, c'est vraiment des réalisateurs qui comptent beaucoup pour moi, d'autant que Timo Giacinto prépare actuellement The Shadow Strays, qui se passe dans le même univers que The Night Comes For Us. Il y a un monde où il se fait aussi violent. Je suis pas sûr que ce soit possible, mais il y a un monde où. Et moi, juste des bons films de baston, je prends. Voilà. Bref, on a fini sur Maze Devil TQ2. On va juste vérifier s'il est dispo quelque part en physique. Je suis même pas sûr. Je suis pas sûr parce que c'est une exclusivité Shudder.
Parce que, alors, Maze the Devil Take You 1 est disponible sur Netflix. Ouais, là, en France. T'as pas The Devil, j'ai rien du tout. Et ouais, Maze the Devil Take You 2, c'est une exclusivité Shudder, donc je suis vraiment pas sûr. Ouais. Mais bref, on a fini pour cet épisode-là. On a fini. Alors, si on a d'autres inédits à l'appel, à la volée, moi c'est surtout tout le cinéma indien. Rapidement, juste comme ça, juste sur les dernières années. Patan, donc j'en ai parlé en story il y a quelques Patan quelques semaines. qui a eu une sortie française. Oui, mais c'est pas un inédit. mais qui n'existe pas en physique. Oui, mais oui. Aujourd'hui, tu peux pas le voir en France. Oui, mais c'est pas un inédit en soi. Demi-inédit, laisse-moi défendre mes films indiens. Mais en gros, en fait, Patan, c'est Mission Impossible, enfin c'est Fast and Furious, Mission Impossible, James Bond réalisé par quelqu'un qui pense très sincèrement que Mission Impossible 2 est le meilleur. Et c'est trop bien, c'est vraiment exceptionnel. Jawan, qui est Patan version politique, et en fait, si vous avez ces 3 Fast and Furious en bien et en un seul film. C'est génial. En termes d'intensité, j'entends ça. En 3 Top Gun Maverick en un seul film. 4GF1, 4GF2, Salar, alors pas du tout des incroyables films, mais des films extrêmement galvanisants. C'est là où on doit parler dans le bilan. Ouais, dans le bilan. Léo, qui est littéralement... En fait, c'est History of Violence de Cronenberg, version teubée. Mais c'est trop bien. Vikram, qui est en catégorie 3 indien, enfin bref, tous les films indiens qui ont très peu de sorties en physique, parfois sur les plateformes, sur des chanceux, mais je crois que Triple R était pendant un temps disponible sur Netflix, si je ne dis pas de bêtises. Il l'a jamais été en France. Ah merde, il était en Allemagne, ça je suis sûr. Il est sur le Netflix ricain avec son doublage hindi, par contre pas la version Telugu originale. Et t'as vu War ou pas encore? J'ai pas encore vu War. Bah War était sur le Prime français jusqu'à il y a quelques temps. War, si vous savez pas ce que c'est enfin, si vous pensez que Entretien avec un vampire est homo-érotique, vous n'avez pas vu War. War, enfin, je vais pas dire ce que je dis souvent parce que voilà, mais il y a vraiment, War, c'est 2 bons bros quoi, c'est vraiment, c'est des bros, waouh. Ils sont potes. Ah mais ça, il y a une scène de fin dans une église où les mecs se jettent des morceaux d'église à la gueule, c'est une scène d'horreur, vraiment c'est une scène de cul, où les deux sont huilés comme c'est pas permis, enfin ouais, c'est très réjouissant, très réjouissant. Et donc, est-ce que t'as quelques inédits que tu veux balancer? En Chine aussi, j'aurais pu balancer, pas bref. Plein de... Quelques inédits, en soit des films que j'avais songé à prendre pour cet épisode. Donc, on en a parlé tout à l'heure, mais Poughkeepsie Tapes. Poughkeepsie Tapes, ouais, qui pour le coup, vraiment pas mettre devant tous les yeux. Ouais. Megan is Missing, j'allais en parler justement, il est inédit aussi, Megan is Missing. Alors ça, j'avais failli le prendre, mais j'ai peur de le revoir. C'est pour ça que... ouais. Tu l'as découvert il y a quelques temps en plus. J'ai découvert, ouais, il y a quelques semaines. Et alors ah putain, c'est dur. Pourtant, c'est slow burn aussi, mais alors la fin... Ouais, mais en fait, tu sens un peu tout arriver dès le début. Ah oui, et justement, tu vois le comportement de Megan, comment... ses fréquentations. Sans spoil, c'est l'histoire d'une fille qui se fait kidnapper. Ouais. Et les 30 dernières minutes, c'est un enfer. C'est littéralement un enfer. Et pour le coup, je crois que le film a été interdit dans je ne sais pas combien de pays. Je crois qu'il y a des moins de 18 ans un peu partout aussi. Enfin, c'est vraiment pas à mettre devant tous les yeux et doucement. On parle souvent des films en mode faut parler du harcèlement et tout ça, parler de fréquentation sur internet. Bah là, on a le maître étalon de il ne faut pas parler à tout le monde sur internet. T'as d'autres inédits? Là tout de suite, non. Moi j'en ai un, mais qui est un demi-inédit. C'est quoi? Universal Soldier 4. La cut authentique existe techniquement. Alors, elle existe vite fait en France, mais elle est introuvable. Donc ça passe. Universal Soldier 4, pour ceux qui ne voient pas, c'est un film d'action, alors dans la saga nulle Universal Soldier, mais le 4 surnage parce que réalisé par cette espèce de frappadingue qui est John Williams, dont on avait parlé pour faire Sick, dans le bilan pour Sick. Et en fait, il faut le voir en Director's Cut. Et il faut le voir, si possible, en 3D. La Director's Cut existe en France, en Blu-ray, mais introuvable. Et la version 3D existe en Angleterre. Et... comment dire, si vous avez toujours demandé ce que peut faire Scott Adkins et une batte, vous avez vos réponses dans ce film. À un moment donné, il y a une tête. Alors, il y a Scott Adkins, une batte et une tête, et la seconde d'après, il manque un des 3 éléments, mais on vous laisse... Il y a toujours Scott Adkins et la batte. Toujours Scott Adkins et la batte, et il manque... Bon, bref, on vous laissera deviner, avec des plans séquences de psychopathe, Jean-Claude Van Damme qui imite Marlon Brando, enfin bref, c'est vraiment un putain de film. Mais bref, on a terminé jusque-là, putain, on a fait moins de 2 heures, amen, ça me fera un montage léger, Bref, merci à toi, merci à vous, on espère que l'épisode vous aura plu, d'autant plus que d'ici là, vous aurez eu la fin du bilan, avec tous nos tops de l'année. Ouais. Voilà, vous nous aurez entendu glorifier Spider-Verse. Voilà, et quand l'épisode sort, on sera en train de couvrir Cinéma Interdit. Exactement, donc évidemment, comme l'année dernière, des petites stories à droite à gauche. On ne sait pas quand le prochain épisode sortira, mais il sortira, ça c'est sûr, on continue, on n'arrête pas. Maintenant, juste à nouveau des emplois du temps.
il faut réussir à s'organiser. Évidemment, bref, merci à vous, évidemment, à la prochaine.